Mesdames, Messieurs, bienvenue, bonjour. Le zénith de ce 26 juillet, c'est un jour férié au Cameroun. On le célèbre, si vous le permettez, au lendemain déjà de la fête du Ramadan, intervenue hier à travers le monde, avec beaucoup de messages dans la plupart des mosquées du Cameroun, des messages allant presque tous dans le sens d'une tolérance à préserver dans les milieux camerounais sur l'ensemble de nos communautés. Mais il y a eu quelque chose de bien plus particulier dans les églises, de toutes les paroisses des églises catholiques romaines implantées au Cameroun, la lecture systématique de la lettre des évêques dont nous faisions grand cas il y a quelque temps, la lettre qui demande donc à ce que le gouvernement puisse apporter toute sa lumière sur les circonstances de l'assassinat présumé de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala, l'ancien évêque de Bafia. Autant dire que l'église catholique, l'épiscopat, monte au créneau et voudrait pousser la justice camerounaise à aller nous produire les vrais résultats autour de ce drame-là. Voilà ce qu'on peut en dire et regretter le fait que jusqu'ici, depuis d'ailleurs cet appel, il n'y ait pas eu la moindre information de la part du parquet sous la cour d'appel de Yaoundé. Bienvenue, bonjour à vous, Charles Armel. Bonjour Sam Severango, bonjour au chef de l'État, Paul Biya, et bonjour à tous les directeurs des centres d'examen. Oui, le chef de l'État a déclaré le férié, mais avait-il oublié qu'on devait composer le GCE ce jour? Fallait-il, oui ou non, ne pas aviser les élèves? En tous les cas, voilà. À votre suite, quand même, ce communiqué intervenu très tard hier de la part justement du ministre en charge des enseignements secondaires, le bien nommé Jean-Ernest Masséna Ngalé-Bibeye, qui a donc dû reporter les épreuves prévues pour se dérouler ce jour 26 pour le samedi. Et là encore, c'est une belle curiosité. Hein. Ce sera samedi prochain que les épreuves de ce jour du GCE sont donc reportées. Tous les élèves se sont déplacés, Sam. Tout le monde n'écoute pas la radio quand on prépare un examen comme celui-là. Je pense qu'on devait prévoir qu'en cas de déclaration de férié, automatiquement, c'est ça. Voilà comment fonctionne notre Ça s'appelle de la navigation. Voilà comment on fonctionne dans ce pays. Bienvenue, bonjour, Megui. Bonjour, Mapoko. Bonjour Sam, j'espère que tu vas bien, ainsi que tous nos téléspectateurs, et je souhaite un bon courage aux conducteurs, aux automobilistes qui sont bloqués depuis cette nuit sur l'axe lourd Douala-Yaoundé à la suite d'un accident de la circulation tragique. Il semble donc beaucoup de courage et vivement que nos autorités, une fois de plus, fassent des efforts justement pour remédier à cette situation de nos routes. Voilà. Très bien, c'est un aujourd'hui à travers des images qui sont diffusées sur les antennes de Equinox. Avec nous ce matin aussi Mbombok Mbengan. Bonjour. Bonjour Sam. Moi, je ne sais pas s'il faut saluer ou pas ou s'il faut attendre que les mesures soient prises. De toutes les manières, le nouveau président de la Confédération africaine de football dit qu'il ne percevra pas de salaire. On attend de voir. Si c'est réalisé, ce serait une très grande avancée. C'est Hamad Hamad. Voilà, de la part du malgache Hamad Hamad, effectivement, qui a pris la succession de Issa Yatou le Camerounais à la tête de la CAF avec de bien nouvelles mesures. On espère que ce ne sera pas de l'affichage, tout simplement, comme vous l'avez dit, Mbombok. Bienvenue donc encore aux élites, si vous nous rejoignez. Tout à l'heure, on parlera beaucoup de culture politique, culturelle, l'industrie du spectacle au Cameroun qui est gangrénée par un ensemble de choses. Nous sortons d'un week-end assez mouvementé au Cameroun. Qu'est-ce qu'on peut en dire au-delà de la question éternelle du droit d'auteur? Donc, exceptionnellement, dans le Zénith ce jour, nous recevrons du beau monde des milieux culturels camerounais. Voici le début avec l'histoire de Tendance. Bienvenue, bonjour à vous, Tendance. Bonjour Sam, je dormais déjà Sam. Je n'ai même pas bien dormi aujourd'hui. J'ai dit que les problèmes me suivent partout. Bonjour Sam, bonjour encore à tous ceux qui me regardent ce matin. Je vais dire bonjour à Macha. Je sais que tu es fâchée, maman, mais laisse. Voici les vacances. On venait de commencer, mais une femme a divorcé. Il faut même qu'on me suspende même les vacances là. Je vais dire au gouvernement, on va suspendre ça. C'est une femme qui dit qu'elle en a marre, qu'elle est fatiguée, que c'est même quoi. C'est même quoi. Bon, elle est venue me voir Yenegui en pleurant. Tu crois qu'elle sortait de chez elle? Elle sortait de chez eux, de chez ses parents. Elle vient me voir et me dit, maman, si tu me vois puisque je suis plus chez ton beau, que mon beau encore fait quoi? Tu as laissé les enfants à qui? Elle dit, non maman, maintenant il est le jus de ma jeunesse, c'est les vacances, j'ai besoin d'aller aussi en boîte, boire même une bière, boire même un jus. Dernièrement, son mari de Bakar a besoin avec les vacanciers. Jusqu'il y a même l'enfant de 6 mois parmi ses vacanciers. Elle dit qu'elle ne peut plus faire le job massi. Donc le type a emmené
ses deux petites soeurs, sa nièce de 22 ans qui a le bébé de 6 mois, et elle-même, ma tata, c'est qu'elle parle là, elle-même, son dernier enfant va en 5e. Elle dit que mais, tu ne pouvais pas m'envoyer les petits-enfants, tu ne pouvais pas m'envoyer les petits-enfants, comment tu m'envoies le bébé de 6 mois? Son mari dit non, c'est pour te faire entrer encore à la maternelle, c'est pour te faire être encore, redevenir grand-mère, être encore maman. Elle dit bébé, je ne peux pas supporter, je ne peux pas être là, détacher encore les couilles de l'enfant, faire encore le cuit, entrer encore à la cuisine, alors qu'en principe, je devais me reposer. Je ne peux pas m'occuper des enfants comme ça. Son mari dit, ma chérie, fais ce que tu veux. Et elle a fait ce qu'elle voulait. Donc elle a dit, comme je pars chez nous, dès que les vacanciers rentrent, tu m'appelles. Son mari n'a pas encore appelé. Hier, comme causé, elle dit que maman, pardon. Il y a un proverbe qui dit dans mon village que quand ta machette passe nue dehors, la rue monte dessus. Peut-être quand tu vas revenir, ton mari va dire que la rue est montée sur toi. Elle a dit no bouging. No bouging, c'est en anglais, elle dit qu'elle ne bouge pas et qu'elle ne peut pas supporter tous les vacanciers avec le bébé de 6 mois qu'elle voulait se reposer. Pardon, donnez-lui un conseil. Il faut qu'elle rentre dans son foyer ou elle reste toujours chez eux. Les vacanciers appartiennent à quelle famille? La famille de l'homme. Elle n'a même pas sa part dedans. Alors, je vous donne la parole d'abord, Meggy, sur cette histoire. Comment ça devrait se passer? C'est vrai que chacun a sa formule. On est déjà en période de vacances. Les mouvements des enfants, des vacanciers, pour vous? En principe, moi, je ne vois pas un très gros problème. Je ne vois pas un très gros problème de recevoir, je ne sais pas, des enfants à la maison pour les vacances. Surtout si au préalable, voilà, le mari a peut-être passé la communication, il a prévenu sa femme de ce que ses enfants viendraient, viendraient en vacances à la maison. Si elle a accepté, je ne vois pas de problème. Ce n'est pas une raison, une raison pour partir de son foyer. Je trouve que c'est très léger. C'est comme si elle attendait une occasion pour le faire. S'il faut partir de son foyer, il faut des raisons vraiment conséquentes et importantes. Je pense que c'est un peu irresponsable de la part de cette femme. Alors, bon, normalement, Charles Armel, quelle est la meilleure formule? Dans ce cas de figure, on est en période de vacances, sur les différents mouvements de nos enfants. Alors, c'est vrai, Sam Sévérin, que depuis la nuit des temps, on a toujours eu ce souci que lorsque les vacances arrivent, il y a ce qu'on appelle déportation. On reçoit les enfants de ses sœurs, on reçoit les enfants de ses amis. Mais l'épineux problème, c'est 3 ou 4 ou 5 questions. Qui vient? C'est la première question. Quand? Pour combien de temps? Comment rentreront-ils? Voilà les questions qu'il faut répondre. Le tout n'est pas d'avoir les gens chez soi. Parce que la femme, elle a péché à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est qu'elle dit, elle estime que comme ils sont arrivés à un enfant, je pars. Et elle rentre chez elle. Au lieu d'aller dans la famille de l'homme, parce que c'est un problème, elle va chez elle. Elle est la première à rompre le débat. La deuxième chose, Sam Sévérin, c'est que l'homme aussi décide de rentrer avec les enfants. Il dit que tu veux ou pas, fais ce que tu veux. Donc ça suppose que ce couple a véritablement un problème. Et je peux vous assurer que aujourd'hui, avec la difficulté que l'on rencontre dans la vie, ce n'est pas facile de recevoir les gens chez soi. Il y a des gens qui débarquent parfois chez vous sans vous prévenir, sans vous appeler. Ils arrivent, ils sont là, ils ne vous préviennent même pas de quand ils vont partir. 3 mois, 4 mois, 5 mois, ils s'installent mordicus. Parfois, vous êtes surpris même des complicités. Que comme l'enfant est arrivé, il va une fois fréquenter. Parfois, c'est même la femme qui s'entend. Lorsqu'il faut rentrer, il ne rentre pas. Que la fille dit que ouais, je vais m'oublier, dit, la main appelée hier en disant que vraiment il souhaiterait que l'enfant continue une fois parce que ça ne va pas du côté du village. Donc pour dire ça, c'est vrai, pour chuter en disant, c'est très compliqué et je crois qu'il est du ressort de la femme et de l'homme de décider par rapport à leurs revenus. C'est vrai, je peux le confirmer. On se retrouve quelquefois en train de s'occuper par la suite d'un ou de certains enfants qui sont arrivés. Bon, Bengal, on est vraiment dans la période. Est-ce qu'il ne faudrait pas revenir tel que ça se passait auparavant, hein, c'est-à-dire penser au village, normalement? Absolument, Sam. Il y a ce qu'on appelle communauté éducative, c'est-à-dire ce terme ou cette expression a été galvaudée quelque peu, précisément parce que nous y avons mis beaucoup plus de besoins financiers pour l'encadrement des enfants, alors que ce n'est pas le cas. C'est-à-dire les besoins financiers dans l'encadrement des enfants ça devrait intervenir dans l'accompagnement de ces enfants-là au moment de la rentrée. Mais pas parce que, bon, on préparait deux boîtes de riz, maintenant on va en préparer 3 ou 4. Non, ce n'est pas ça.
Donc, moi qui suis né, par exemple, à Sakbaemi, qui est un village où, à l'autre époque, je veux dire, l'éducation n'était pas assez, il n'y avait pas assez d'établissements scolaires partout. On se retrouvait dans nos villages, même pendant la rentrée. Un cousin vous dit, non, papa nous a dit de venir fréquenter chez vous. Donc moi, j'ai pratiquement été élevé par des cousins que je ne connaissais pas. Donc, et vice-versa. Et nous qui avons grandi au village, de la même manière, on nous envoyait en ville pour nous acclimater. On arrivait comme ça, chez un oncle, chez une tante, vous dit, bon, vous êtes arrivés, quelquefois même, parce qu'on envoyait des lettres, on ne les informait même pas avant. Donc on surprenait même certains tantes et nos oncles là. Oh, là, ils sont arrivés au village, bon, viens, il ne peut pas vous mettre dehors. Mais on aménageait ça, c'est pour ça que je dis, ce qu'on appelle communauté éducative, effectivement, commence à la maison, au village, en ville, avant même de se projeter dans ce qu'on appelle l'éducation. Alors, dans un couple où les deux ne parviennent pas à s'entendre aussi sur le meilleur moyen d'accueillir ou pas des enfants qui arrivent, quelle est la voie qui doit prévaloir? La voie qui doit prévaloir en réalité, c'est l'acceptation de ça. C'est-à-dire que ce n'est pas bon que l'un ou l'autre, je veux dire, fuit. On ne fuit pas. Puisque c'est des problèmes que vous allez résoudre toute votre vie. On ne quitte pas le foyer parce que monsieur est venu avec les enfants sans votre avis ou bien parce que madame m'a dit, vous dites, je coupe la ration. Non, on ne devrait pas le faire. Mais je pense quand même qu'au-delà de ce communautarisme qu'on se connaît en Afrique, bon, avec les temps qui ont un peu changé, ça devient quand même compliqué. Et il faudrait, même si je trouve que la réaction de cette femme est exagérée, mais il faudrait quand même qu'il y ait, comme le disait Charles Armel, un dialogue au sein du couple, c'est-à-dire qu'on a déjà des enfants. On connaît notre situation financière et tout. Alors que 5 enfants débarquent quand même, il y a plusieurs paramètres qu'il faut mettre ici en avant. On a une seule femme qui a déjà des enfants dont elle s'occupe. On parle d'une personne qui peut et parmi ceux qui débarquent, il y a un bébé, si j'ai bien compris. On parle d'une femme qui se dépense physiquement pour l'entretien déjà de ses enfants, qui n'est pas facile. Et quand tu ramènes 5 enfants encore, je crois que la personne qui t'envoie 5 enfants avec un bébé de 6 mois devrait t'envoyer une aide aussi. Parce que ça fait 8 enfants. Ça fait 8 enfants. Non seulement... C'est là la question fondamentale. Quand on envoie des enfants en vacances quelque part, est-ce qu'on envoie aussi une belle somme d'argent? On devrait envoyer une aide. S'ils viennent du village, ça doit être accompagné de la nourriture. Généralement, on envoyait un sac de riz, un sac de sel et de l'huile. En disant, si c'est fort, faites sauter le riz avec l'huile rouge, vous mangez ensemble pour essayer de pallier. Pour ceux qui vont au village. Pour ceux qui vont au village. Mais ceux qui quittent du village pour la ville, on envoie les sacs de macabo, les bâtons de crayon. Aujourd'hui, chez nous, quand on envoie quelqu'un, quand on m'envoie un enfant en vacances, il faudrait déjà avoir l'assentiment des personnes chez qui tu envoies l'enfant. Maintenant, quand c'est fait, l'homme, il doit, parce que je ne pense pas que sa femme, à lui, peut faire venir 5 de membres de sa famille, si comme ça, sans demander son consentement. C'est même plus les femmes qui le font maigrir. Je dis sans demander. C'est plus les femmes. Parce que lorsque la femme a déjà donné son OK, lorsque elle met toujours l'homme face au homme, que ce soit la femme ou l'homme, ce n'est pas normal. Il faut me laisser aller jusqu'au bout pour comprendre ce que j'ai à dire. Je ne suis pas en train de prendre le parti de la femme à tout prix. Que ce soit la femme qui le fasse ou l'homme, ce n'est pas normal. Il faut avoir le consentement de son partenaire. Regarde, l'homme là d'abord manque de respect à sa femme. Je suis pas en train de... Ma chérie, il t'a demandé de faire ce que tu veux, non? Fais ce que tu veux. Je prends ton parti. Parce que vous croyez que la vie est facile. Tu m'envoies les enfants jusqu'au bébé né. Si vous voulez m'envoyer les vacances, envoyez les enfants qui vont venir me vendre les arachides. Vendre la tomate pour qu'ils payent leur pension. Envoyez les enfants qui vont venir me laver mes habits, laver mes draps. Les enfants qui vont aussi m'aider même à laver les assiettes. Tu vas encore m'envoyer l'enfant qui va encore détacher les couches, non? Mais sa maman, avec sa maman. Elle a accepté les vacances. Mais ça pose un vrai problème. Elle a envoyé les vacances. Comment on les utilise aussi, ces vacances? Mais bien sûr, je le disais tout à l'heure. Il y a plusieurs problèmes qui peuvent être relevés ici. Non seulement comment on utilise ses enfants, non seulement aussi l'excès de zèle parfois des belles familles qui estiment que la femme, on l'a prise, on l'a pris en mariage, elle doit faire ce qu'on veut. Et justement, on t'envoie des enfants comme ça, tu acceptes. Ça vous demande. Nous ne sommes plus à l'antiquité. Tu envoies les enfants qui vont venir mériter. Lorsqu'on pose le problème sur le plan individuel, il y aura toujours des problèmes. Il n'y aura jamais de l'unanimité entre l'homme et la femme. Mais même lorsqu'on veut inscrire un enfant à la maternelle, la dame va vous dire, je veux qu'elle fasse cette section. Vous vous dites, je veux qu'elle fasse la section anglophone.
Non, j'ai dit, c'est lorsqu'on intègre la vie communautaire, on gère mieux la situation. Très bien, on passe à la prochaine rubrique. On reviendra tout à l'heure en deuxième partie lire les messages sur ce sujet. Comment doit-on procéder en période de vacances pour envoyer ou recevoir les enfants en famille? Et d'ailleurs, quelle est la meilleure formule, la ville ou bien le village de nos jours? Et puis, est-ce qu'il ne faudrait pas nécessairement accompagner cela d'une belle cagnotte en termes de prise en charge à prévoir dans ce cadre-là? Voici la colère du jour. Charles Amen Bachou, ce jour s'attarde donc sur ces entreprises étatiques ou para-étatiques, budgétivores essentiellement, et Dieu seul sait qu'au Cameroun, il y en a à l'appel. Je m'interroge ce jour sur la question des entreprises budgétivores dans ce pays. À quoi cela nous sert-il d'avoir des entreprises qui consomment le budget de l'État sans rien apporter aux caisses? À quoi a servi les 100 milliards de francs CFA ponctionnés en 2005 au Trésor public pour subventionner et soutenir les entreprises publiques? Comment comprendre que les performances de ces entreprises sont loin d'être celles attendues sans que cela ne gêne le président de la République, encore moins le Parlement? Comment comprendre que les gestionnaires en chef des entreprises publiques ne s'est pas rendu compte que le trop-plein d'entreprises publiques camerounaises soit inutile pour le bien-être et l'emploi, inefficace et budgétivore, freinant l'économie, entraînant des coûts d'opportunité importants, exposant de fait le trésor à un risque important et le pays à une dégradation de sa note souveraine? Comment comprendre que nos gouvernants présentent chaque jour des milliers de projets avec d'énormes financements consentis, très souvent sur fond d'emprunt, qui des mois plus tard ne dévoilent toujours pas la visibilité espérée? Comment comprendre que depuis 2011, plus de 2000 milliards de francs CFA injectés dans le secteur de l'énergie et de l'agriculture via des grosses enveloppes liées aux emprunts internationaux n'ont rien apporté au Cameroun? Comment comprendre que des années plus tard, l'agriculture autant que l'énergie soit toujours à la traîne, malédiction ou incompétence? Je m'interroge. En tête de liste de ces sociétés, on cite un gouvernement pléthorique, un parlement budgétivore, un parc automobile ruineux, des travaux publics surfacturés, des cérémonies dispendieuses, des bons de carburant exorbitants, des dépenses de carburant anatomiques ou astronomiques. À cela s'ajoutent les ministères des mines, de l'eau et de l'énergie, le ministère de l'Agriculture et du Développement Rural, Cameco et la Sonara, Société Nationale de Raffinage. Voilà les entreprises. Les voilà qui consomment l'argent de ce pays. Comment comprendre pour Cameco, l'étoile du Cameroun, qu'elle a enregistré en 4 années d'activité une dette cumulée estimée au 31 octobre 2015 à 33 milliards de francs CFA à cause d'une instabilité organisationnelle, aux nombreuses charges moins compressibles et parfois non maîtrisées par le top management, avec des droits de représentation supprimés et suspendus partout? Comment comprendre qu'à Cameco, les charges de carburant, elles s'élèvent à 7,4 milliards de francs CFA, comme somme qui représente environ 70% du chiffre d'affaires? Comment comprendre que les énergies, les charges de catering sont à plus de 99 millions de francs CFA d'estimation, que celles de l'assistance au sol et la maintenance des avions soient respectivement à 3,129 milliards de francs CFA et 1000,567 milliards de francs CFA? Vraiment, arrêtons le massacre pour Cameco. Comment comprendre que la Société Nationale de Raffinage, Sonara, accumule d'importants manques à gagner depuis 2008, lesquels se chiffrent à 400 milliards de francs CFA? Comment comprendre que le secteur de l'électricité à lui seul a englouti plus de 3 700 milliards de francs CFA dans le pipe des investissements, 420 milliards de francs CFA absorbés pour le seul barrage de Memvelé, 238 milliards de francs CFA pour le barrage de Lompanga et enfin, même chose pour le barrage de Mekine. Qu'en sera-t-il des 655,7 milliards de francs CFA pour la construction du barrage hydroélectrique de Naktigal d'ici 2020, 280 milliards de francs CFA pour la construction du barrage de Bini-Warak dans la Damawa? Comment comprendre même encore que le Minada à lui seul
possède une flopée de programmes pour des rendements insuffisants et inutiles et stériles. Comment comprendre qu'on n'a jamais demandé au ministre en fonction de rendre compte sur les 200 milliards de francs CFA dépensés en 2009 pour des projets agricoles jamais réalisés? Qu'est devenu le projet maïs, le projet banane plantain? Qu'est devenu le projet d'appui à la relance de la tabaculture à l'Est Cameroun? Le programme national de sécurisation alimentaire qui est doté d'une enveloppe de 70 milliards et j'en passe. À quoi sert les 1,9 milliard de francs CFA à la communauté urbaine de Bafoussam pour être là où ils sont? 2,3 milliards de francs CFA à la Commission nationale de lutte anticorruption CONAC. 700 millions de francs CFA à la NIF. Tout ça pourquoi? À quoi servent les multiples dotations en carburant? 1 million de frais de carburant par an pour les directeurs et des centaines de millions au ministre secrétaire général de la présidence de la République. Vraiment, je suis fatigué. Vraiment, je m'arrête là, Sam Sevel. Voilà, très bien. Vous avez quasiment tout dit. Merci, cher Lamel, même s'il reste beaucoup de choses à ajouter. Dans ce registre, d'ailleurs, récemment, au plus haut sommet, on a pu reconnaître le fait que la différence doit d'abord être faite entre ce qu'on parle d'établissements publics administratifs et entreprises publiques. Là-dessus, Mbombok Began, on est bien d'accord pour dire aujourd'hui que au niveau de cette nomenclature, peut-être qu'il va falloir repenser tout à zéro parce que le modèle de fonctionnement de nos entreprises d'État aujourd'hui est simplement de nature à engloutir d'importants fonds. Absolument, Sam, absolument. Et il y a une autre chose qui caractérise cela. Vous entendez parler toujours de conseil d'administration, On ne parle jamais de l'Assemblée générale des actionnaires. Donc, pourquoi a-t-on mis de côté les actionnaires? Vous parlez de Sonara. Qui sont les actionnaires à la Et parlant de conseil d'administration, je vous relance tout juste. Est-ce que les ministres gouverneurs de région et assimilés doivent être des conseils, des PCA des entreprises qui sont placées sous leur tutelle? Parce qu'il existe une législation en la matière. En principe, qui n'est pas respectée. En réalité, c'est interdit. Voilà. Effectivement, ça a commencé par une ballon Didi. C'est récemment, hein, je ne sais plus en quelle année, on vous dit le gouverneur du Nord est PCA de Sodecoton. Et ici, ça a commencé à Douala avec Fayengo Francis, qui devenait le PCA du port autonome de Douala. Or, c'était proscrit à l'époque. Précisément, c'est comme disait Charles Hamel, pour permettre de se distribuer quelques prébendes. Absolument. Et pour le cas de la Sonara, elle est embarrassante, je termine par là. Et effectivement, chaque fois, la Sonara demande de l'argent à l'État. Précisément parce que ce qu'on dit subventionner le carburant ou les produits pétroliers n'arrive pas. Or, la Sonara, quelquefois, n'arrive pas à dédouaner ses marchandises, précisément parce qu'il n'a pas d'argent. Or, la même Sonara demande l'argent à l'État. Voilà un peu ce qu'a failli, ce qu'a voulu remettre, hein, bon, je ne le défends pas, un certain Charles Metou qui avait même porté le budget de la Sonara à 1000 milliards. Mais, lui, on ne vous a jamais dit qu'il a détourné de l'argent. Mais on l'a mis là où on l'a mis. Précisément parce qu'il s'offusque contre le fait qu'une entreprise qui peut générer de l'argent doit même raffiner le pétrole camerounais. On lui interdit et Total fait ce qu'il fait pour... Bon, on ne va pas entrer là-dedans mais parce que c'est un problème qui est en justice, mais il faut quand même le préciser qu'il y a eu des citoyens qui ont voulu redresser certaines entreprises, notamment des pétroliers comme la Sonara, mais malheureusement on a coupé sa tête. Merci. Bon, on revient à vous. Tendance, le fonctionnement de nos entreprises d'État aujourd'hui, de la part des directeurs généraux, c'est beaucoup plus dans la rubrique faits divers aussi, où on les retrouve quelquefois poursuivis pour des cas de détournement. Moi, on fait comment? Comme si on avait parlé du montant là. Le montant même là, nous sommes en train de la calculatrice, on tape pour regarder combien on a dépensé, combien on a décaissé, combien. C'est bien de décaisser les montants comme ça pour que les gars travaillent bien. Quand tu parles chez Marabout, si tu dis que donne 50 000 pour qu'il travaille sur toi, si tu ne donnes pas, il ne va pas bien travailler sur toi. Donc, pour les gens vont dire que, qui part chez la Marabout, vous partez. Vous partez. Donc, si ces gens-là veulent des milliards ou encore des milliards pour construire peut-être nos ponts, donnez, pour que le travail soit bien fait. Maintenant, si le travail n'est pas bien fait, le PD sait comment il fait pour faire ses yeux doux. Donc, moi, je suis seulement là pour les encourager. Que quand vous votez les budgets comme ça, qu'on vous donne, travaillez seulement bien. Parce que quand vous ne travaillez pas bien, les PD vous fait les yeux doux. La famille pleure. Vous-même, vous pleurez. Vos familles pleurent. Pardon, donnez le montant que demain, si les PD vous arrêtent, vous allez vous justifier. Vous allez dire que le montant, on avait fait ceci, on a fait ceci. Vous sortez le devis.
Et je m'arrête là ensemble. Merci. Alors, Megui, il y a que, parlant de la nomenclature de nos entreprises d'État aujourd'hui, il y a une hypertrophie sur le rallongement en termes même de capacité. Il y en a tellement, hein, pour parler en termes plus simples aujourd'hui. Prenez le cas du secteur de l'électricité. On a trouvé le moyen de créer la Sonatrel pour dire que c'est une société qui va servir au transport de l'électricité alors qu'existe déjà Eneo. Pour ne prendre que ce cas-là aujourd'hui, est-ce que sur ces entreprises-là, sachant qu'il y a des agences de ceci et de cela tout à côté, on ne peut pas déjà revoir un peu la... Mais bien sûr, on peut revoir. Moi, je dis que c'est un système qui est mis en place tout simplement pour absorber le maximum de sous possible. C'est à l'image même de notre gouvernement avec sa pléthore de ministres délégués, de machins et tout. Voilà, des postes qui, on se demande bien à quoi est-ce que ça sert. Il y a déjà un ministre de tel secteur. On lui rattache des ministres délégués, des ministres. On ne comprend pas. Et c'est la même chose justement pour ce qui est des entreprises, étatiques qui sont, moi je les appellerais des gouffres à sous. Voilà. Charles Armel a parlé de la Camerco. Alors avec tous les budgets qui sont alloués à la Camerco, qu'on se retrouve aujourd'hui d'avoir toujours cette société qui est pratiquement inexistante de par son fonctionnement, avec un manque d'avions, la maintenance même de ces avions. Je dois quand même préciser que pour le cas de Camerco, ils annoncent, et c'est une information récemment rendue publique, l'ouverture de nouvelles lignes en direction de la région du Nord-Ouest. Dans les tout prochains jours, il y aura des vols inauguraux en direction de Bamenda de la part de Camerco. C'est très bien. Et ce n'est même pas nouveau sous le soleil. Rien de nouveau sous le soleil. On a parlé de la Sonara. On se rappelle qu'en 2015, le ministre des Finances a, avec un consortium de quelques banques, voilà, signé une convention qui devait allouer de l'argent, un crédit à la Sonara de, je crois, pratiquement 150 milliards presque, mais qui visait justement au refinancement de cette société-là. Mais qu'on se retrouve encore aujourd'hui avec cette Sonara qui a un manque à gagner de plusieurs milliards de francs, on se demande justement, alors, tous ces budgets alloués, ça sert à quoi? Pourquoi ils ne nous rendent pas compte? C'est la question qui revient. On n'est pas au courant de ce qui se passe. On sait quand les budgets sont alloués, mais on ne sait pas franchement à quoi ça sert. Et quand ça a servi à quelque chose, on n'a pas le compte rendu. Très bien. Aujourd'hui, le Cameroun est donc de nouveau obligé de s'endetter, se surendetter, même on est sous ajustement structurel parce que la gestion de nos entreprises est problématique. C'est un sujet important et vaste. On va, avant de passer à notre invité, vous donner la parole pour vos conclusions sur cette question-là. On va y revenir d'ailleurs en deuxième partie. Alors, pourquoi ne pas supprimer ou alors complètement dissoudre une structure qui ne rapporte rien comme Camerco? On a vu le directeur de Camerco, Ernest Dikoum, faire le tour du Cameroun, aller discuter avec les musulmans, nos frères musulmans, parler des bienfaits de Camerco. On a besoin. Je m'attendais à ce qu'ils le récupèrent. On réhabilite les droits de représentation suspendus dans presque tous les pays. Aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on ne possède pas cela? C'est toujours de l'argent qu'il faut. La Sonara, pareil, elle peut raffiner la Sonara, mais c'est pas ça. Toujours ponctionner. Vous savez que la gare, l'hôtel, bref, tout ce qu'il faut pour derrière tout un ministre, c'est 20 millions de francs par mois. J'ai dit 20 millions de francs que le ministre ponctionne dans l'État. Vous avez une superplus sur population gouvernementale qui nous coûte énormément. On va où, Sam Severango? Les entreprises budgétivores. Je ne veux pas prendre le cas de la CSPH, je ne veux pas prendre d'autres cas, mais je m'arrête à la Sonara et à Camerco, à Ominader, qui fonctionnent véritablement, mais qu'on arrête un peu la saignée. Et la CSPH est toujours sans directeur général. Absolument. On n'est même pas obligé. Si ça ne peut pas se faire, on n'est pas obligé d'avoir une compagnie aérienne, puisque de toutes les façons, elle existe, mais c'est pas une émission spéciale Camerco. On en profite. Très bien. C'est vrai que c'est un cas parmi tant d'autres, les plus flagrants de ce qu'on peut dire de nos entreprises qui ne marchent pas très bien. On va reparler de cette question tout à l'heure avec les messages de nos téléspectateurs. Voilà, sans transition, on prend notre invité. On vous l'a promis, aller parler à présent donc d'industrie culturelle. C'est un sujet assez vaste, mais on a la chance d'avoir quelqu'un qui s'y connaît un peu, ou bien plutôt bien, parce qu'étant artiste et musicien lui-même, mais beaucoup plus connu aussi dans le domaine du showbiz, parce qu'il a le bonheur d'organiser toute une série d'événements à chaque fois avec beaucoup de courage, il faut le reconnaître. Alors, les salles de spectacle et tout ce qui va avec, on en parle donc tout de suite avec lui dans l'émission Le Zénith de ce jour. Bienvenue à vous, Monsieur Papillon. Bonjour. Bonjour
Ango, bonjour chers panélistes. On est déjà en direct, donc vous pouvez parler plus fort. Ah bon, c'est une fierté pour moi de revenir dans la maison. Ouais. Voilà, très bien. Alors, j'entre vraiment dans le vif du sujet parce que vous avez récemment défrayé la chronique par une sortie en direction, je peux parler d'un pamphlet, en direction du ministre Narcisse Moelle Kombi, que vous avez qualifié d'incompétent, disons-le, pour édulcorer, parce que vous aviez utilisé des mots un peu plus durs. Qu'est-ce qui vous a amené à tenir de tels propos vis-à-vis de l'actuel ministre des Arts et de la Culture? Oh, je n'ai pas, comme vous avancez des propos durs envers M. Moelle Kombi. J'ai avancé des propos un peu durs envers le ministre de la tutelle, parce que je n'ai pas affaire avec M. Kombi, j'ai affaire au ministre de la tutelle qui devait s'en occuper en général de la chose culturelle. Moi, je constate, en tant que président d'une association active sur le terrain, président du comité musical de lutte contre la piraterie, que la tutelle est carrément absente. La tutelle est absente autant pour moi parce que nous avons saisi à multiples fois, par courrier, le ministère des Arts et de la Culture, nos lettres sont restées mortes. Très bien. Si vous permettez, ça Vous pouvez aussi vous dissocier Moelle Kombi de la tutelle. Absolument. Non, vous savez, comme je l'ai toujours dit, les lois ne sont pas... Peut-être qu'il n'a plus envie d'assumer ses propos. propos. Ce n'est pas que je n'assume pas. Monsieur Moelle Kombi, vous savez, il est ministre des Arts et de la Culture. Mais je n'ai pas affaire personnellement avec monsieur Moelle Kombi. À la personne. À la personne, mais j'ai affaire à la tutelle. C'est-à-dire qu'il pourrait s'adresser à Mbombo Mbengan, si c'est Mbombo Mbengan qui se trouve à ce poste ou à la mer. Moi je reviens, il parle de la piraterie et Sam Séverin. Ils nous disent toujours que les réseaux de piraterie sont connus. Je voudrais qu'ils nous disent ici et que ces réseaux apparemment seraient protégés par certains ponts de régime, les gens connus. Vous confirmez ça? Non, chef Mbombo, ce n'est pas le problème. Aujourd'hui, la piraterie, ce n'est pas que les réseaux sont protégés. Moi, je dirais tout simplement, le rôle que devait jouer la tutelle, c'est sensibiliser, éduquer, communiquer nos jeunes populations qui ne maîtrisent pas encore les méfaits de la contrefaçon. Vous savez, nous avons un problème ici au pays, c'est que on voudrait travailler avec ceux qui ne sont pas sur le terrain. Nous sommes sur le terrain. Il faut tout simplement que l'État frappe la main sur la table. Ces contrefacteurs vont avoir peur et ils vont laisser... Mais comment? Vous les connaissez, dénoncez-les. Mais on les dénonce. Nous, au comité musical de lutte contre la piraterie, nous les traînons chaque fois au tribunal. Et c'est le parquet à faire le reste. Là maintenant, je m'adresse à M. Ferdinand Djindjin. Dressez-nous le bilan en tant que président du comité national de lutte contre la piraterie sur les 5 dernières années de vos actions. Il n'y a pas de bilan. C'est un combat continuel. Qu'est-ce que vous avez fait? Le bilan... Quels sont les terrains sur lesquels vous vous êtes... Monsieur Ango, il y a 2 jours, nous organisons des événements, des colloques, des spectacles où nous réunissons des gens pour sensibiliser, pour éduquer, discuter comment faire. Vous savez, la piraterie, c'est le vol. En fait, Charles Hamel voulait savoir si vous n'avez pas pu obtenir quelques résultats quand même. Tout à fait. Vous voulez avoir les résultats parce que la piraterie se porte bien. Le vol ne peut pas finir. Le vol ne peut pas finir, c'est quelque chose, mais c'est continuel. Il faut que chaque Camerounais, dans son petit coin, puisse s'intéresser. Vous comprenez? Le vol, depuis la nuit des temps, les gens continuent à voler. Donc la piraterie, c'est voler les œuvres des esprits, c'est tout. Moi, je ne pense pas qu'il y ait autre chose. Papillon, ou alors Dindin Ferdinand, comme l'a dit, c'est une émission sérieuse et on vous a vraiment convié pour ne pas faire langue de bois. C'est un sujet séculaire qui date depuis des décennies aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des réseaux de contrefaçon protégés et détenus par des grosses personnalités de la place ou à l'étranger et que vous ne voulez pas dénoncer? Monsieur Ango, je ne peux pas dénoncer telle ou telle personne tant que je n'ai pas de preuves. Nous savons qu'aujourd'hui, le marché Congo, c'est connu de tout le monde. J'ai eu des discussions avec le gouverneur de la région de Littoral. J'ai dit, tant qu'on ne détruit pas le marché Congo, il y a le fief de la piraterie ne pourra jamais finir. Très bien. Bon, il faut le dire les choses. Oui, mais quand vous portez plainte, vous portez donc plainte contre qui? Je reviens si aujourd'hui, voilà mon nouvel album que je venais de sortir il y a une semaine, il est contrefait. Qu'est-ce que je fais? Oui. Moi, je traque des jeunes qui sont sur le terrain. Parce que si j'y vais au marché Congo, on est geste une fois, tu risques de perdre ta vie. Les couteaux vont sortir. Ça devient une histoire politique.
Une fois, nous avons saisi les gars au marché Congo, leur consul est sorti, c'était, peut-être n'est pas au courant, c'était la catastrophe. Hein. Leur consul, c'était des étrangers, c'est ça? Les étrangers, le fief au Cameroun, c'est connu de tous. Nous avons saisi déjà le chef de l'État, nous avons saisi le Premier ministre par rapport à ce problème. Nous avons saisi déjà le gouverneur de la région du littoral. Donc il est au courant. Il y a un laboratoire de la contrefaçon. Oui. Mais tu le sais très bien. Est-ce que tu ne sais pas qu'au marché Congo, c'est le fief de la contrefaçon au Cameroun? Et à l'époque, vous avez organisé des saisies massives qui a été revendu par la suite. Et on a brûlé certains. Ça a été revendu par la suite. Ça me il faut le dire. Ça a été revendu. Qui a vendu? Ça a été brûlé parce que les médias étaient là. Je connais ce dossier. L'autre a été revendu par les mêmes artistes au même temps. Vous êtes toujours en train de... Non, papillon, il faut... Nous sommes sur le plateau, c'est pas pour s'engueuler, c'est pour en tirer quelque chose. Quand vous dites que ça a été brûlé, ça a été vendu, nous savons très bien la mentalité de certains Camerounais. Peut-être toi tu as la preuve qu'il y a d'autres CD qui ont été volés, qui ont été revendus. Mais moi, dans le cadre d'autres associations, que vous connaissez très bien, nous essayons comme ça de faire reculer la chose, ces contrefacteurs. Tous les jours, nous organisons des... Encore, il y a 2-3 jours, tu as vu le travail que nous abattons. Maintenant, si la tutelle ne nous soutient pas, soutient ceux qui ne font rien sur le terrain, c'est tout à fait normal que cette contrefaçon... Tendance, tu voulais ajouter quelque chose? Non, je voulais, parce qu'on a dit que les artistes eux-mêmes, ils se font pirater. Donc, ils sortent l'album, ils partent de nos marchés Congo, qui pardon, pirater moi. Mais ça, c'est un autre débat. Maman, mais ça, c'est un autre débat. Les artistes qui se font pirater, ça les engage. Mais moi, je dis, ce n'est pas les artistes qui produisent les albums. Ne confondons pas. Il y a les producteurs et les éditeurs. Ce sont eux qui produisent, ce sont leurs produits. À partir du moment où l'artiste va pirater son propre album, il est pirate. Et s'il est appréhendé, c'est tout à fait normal. Revenons sur la tutelle que vous interpellez. Dites-nous très clairement, même si vous faites la différence entre le ministre et M. Narcisse Mollet, bon, ça vous engage. Qu'est-ce que vous attendez essentiellement de la tutelle d'aujourd'hui du ministère des Arts? La tutelle, nous avons saisi, nous, au comité musical de nous, la piraterie. Tout le monde le sait. Nous sommes sur le terrain. Nous organisons des colloques, des séminaires et nous descendons sur le terrain. Ce que je reproche à la tutelle, surtout M. Mouillet Kombi, nous avons au moins 5 courriers là-bas. Il m'a reçu 4 fois au moins. Nous nous sommes fait les SMS. Surtout à la campagne de décembre. Michel Ango, on s'appelait. Manu Bonio, nous avons fait venir Manu Cameroun, Saleh John, Totogium, nous avons dépensé plus de 50 millions. Monsieur Mouillet Kombi, même jusqu'à la veille, les SMS, j'ai donné d'espoir, même un centime jusqu'au mois de juin. C'était quoi l'objet des SMS? Vous attendez de l'argent de la part du ministère? Tout à fait, ce sont les actions légales de l'État. Il était représenté par la tutelle. Et il vous l'a promis. Il l'a promis. Il a promis. Moi, je n'ai pas langue de bois, je l'ai toujours dit, j'ai une langue, non la languette. Vous savez, je parle des choses telles que se présentent. Monsieur Mouillet Kombi, après que cette semaine de sensibilisation est finie, après que Manu, Toto, tous ces gens, on les a fait rentrer, jusqu'aujourd'hui, même quand j'appelle, j'ai fait déjà au moins 12 tours au ministère. Je vais faire quelque chose. Vous n'avez pas rencontré le ministre ces derniers temps? Vous ne l'avez pas rencontré? Je vais vous dire, je crois même que depuis que je parle, il n'a même pas eu le courage. Mais il vous a apporté son appui, je pense bien, pour l'événement que vous voulez organiser. 0 francs, chef frère, je vous assure. Mais Papillon, vous êtes toujours en tête. Il ne vous a pas apporté un appui à valeur de 1 million de francs pour votre événement? Monsieur Mouillet Kombi me suit, vous êtes journaliste. Allez demander à Mouillet Kombi, ne confondez pas le fond et la forme. Ça devient une histoire de formule. Écoutez, j'ai dit, Ango, il faut que moi j'ai appris. Quand je sors mon abou, quand M. Mouillet Kombi vient d'arriver aux affaires, j'avais déjà, à l'époque, Amatoutoum, on a déposé l'aide de mon album à moto. Ne confondez pas M. Papillon et le comité musical de la piraterie. Qu'on m'a subventionné 1 million sur 15 millions. Ayant fait 12 tours à Yaoundé, Ango, tu connais mon véhicule, aller-retour à Yaoundé, dormir dans des hôtels, pour attendre 1 million de francs après, M. Papillon m'a subventionné 1 million par rapport à mon album. Je parle du comité de l'association qui a pour but de promouvoir la chose culturelle au Cameroun. Ne confondez pas le fond et la forme. Et ça devient le formol. Je dis à cousin, j'ai appris qu'on a publié. Non. Monsieur Mouillet Kombi, monsieur, il me connaît. On m'a donné 1 million pour mon album à moto.
quand j'ai dépensé un avion... Mais vous êtes toujours en porte-à-faux avec les différents ministres, hein, parce que même avec Amadou Mouna, c'était aussi la guerre avec vous. Hein. C'est pas la guerre. Quand vous dites la guerre, c'est comme c'est un problème. Bon, disons on a faussé ce que vous voulez dire. Oui. Il faut que les enfants de ce pays nous unissions pour faire avancer la chose. Essayons de casser cette inertie dont ces responsables ont des passes qui sont plus importants que nous. Non! Moi, je suis là pour dénoncer et je suis à la tête d'une association. C'est au moins 50 personnes autour de moi. Vous avez vu l'événement qui venait de se passer il y a 2-3 jours. Je ne peux pas le faire seul. Mais je suis l'ambassadeur parce qu'on sait que moi je suis courageux de parler. Les choses telles qui sont passées. Moi, j'écoute Papillon depuis et je ne sais pas, je fais la synthèse de ses propos. Je me demande donc, est-ce que vous pensez réellement que c'est possible? Est-ce que ce n'est même pas utopique justement de venir à bout de ce problème de piraterie? Parce que quand on vous entend, vous dites bien qu'il y a des pentes du régime qui sont derrière. Mais est-ce que vous avez cherché à les identifier? Est-ce que vous avez le courage? On n'a même pas l'impression que vous avez le courage de dénoncer sincèrement parce que... Comment voulez-vous que je dénonce? Mais si vous ne dénoncez pas, comment nous identifions le marché Congo et ces jeunes qui vendent dans la rue. Ne me poussez pas comme un pouce-pouce à dire n'importe quoi. Non, je vous dis bien, il faut tout simplement que la tutelle, ce sont les actions légales de l'État. Donc M. Kombi devait mettre de l'argent pour qu'on aille au nord. Ce n'est pas mon travail à moi, Papillon. Ça appartient, je ne sais pas, comme je l'ai dit, le président Paul Biya a loué 1 million de francs pour le compte d'affectation tous les ans. 1 milliard. 1 milliard. Oui, très bien. Cet argent va où? Angola a déjà reçu une autre association, on met une autre association, je crois la présidente du plateau. Mais quand tu me soutiens, à chaque fois tu m'appelles quand je le fais. Je dis tout simplement, nous envoyons des lettres là-bas. Monsieur Moulekombi, on parle de monsieur. Il soutient donc qui? Alors, monsieur Moulekombi, lorsqu'il arrivait, les caisses étaient vides. Les caisses étaient vides parce que Amadou Mouna, lorsqu'elle passait, ça c'était un constat qu'il avait fait. Oui. Lorsqu'elle passait, on avait déjà épongé les fonds de ce fonds d'affectation, ce fonds spécial d'affectation. Mais c'est chaque année. Non, c'est chaque année. C'est pour dire que je crois que pour cette année. Et il me souvient que le ministre Moulekombi, je ne prends pas sa défense, a procédé à l'inventaire de l'ensemble des différentes structures pour pouvoir mettre à jour. Et je crois qu'il s'était plaint de ceci, permettez-moi, monsieur Papillon, il s'était plaint de ceci qui ne voit pas les actions de la lutte contre la piraterie sur le terrain. Rappelons-nous, Papillon était allé se coucher, l'artiste Papillon, pas maintenant monsieur Ferdinand Djindjit, c'est vous qui nous avez entraîné dedans, l'artiste Papillon allait se coucher au garage, devant la voiture de Amadou Mouna, par rapport au problème des artistes. Pourquoi Ferdinand Papillon ne va pas se coucher aux douanes? Pourtant, toutes les machines qui entrent pour la piraterie passent par le port de Douala. Pourquoi vous n'allez pas de ce côté? Pourquoi vous n'allez pas au niveau de Congo? Laissez répondre, M. Charlemagne. Oui, allez-y. Oui. Chers frères, nous sommes sur ce plateau pour en tirer quelque chose. Oui, je veux bien comprendre. Nous sommes dans un état de droit. Même les actions dont je mets souvent sont, je dirais, c'est mettre ma vie en danger. Quand je vais chez Amadou Mouna me coucher devant sa voiture, dit tu ne bouges pas ici si tu ne fais pas quelque chose. Amadou Mouna avait quand même subventionné 10 millions. Il avait donné 5 millions, les 5 millions autres, quand il n'a pas eu à donner, ça a dégagé. Mais même jusqu'à l'Assemblée générale, j'avais amené le problème. C'est comme à la prochaine saison plénière, là, M. Moulekombi va me sentir. Je vais souvent à l'Assemblée. Vous avez 5 ministres quand même. Hein. Qui? Ministre? Quand vous dites qu'il va vous sentir. Vous avez demandé pourquoi je ne partais pas. Voilà. Ce n'est pas de mon rôle aller à la douane. Mais vous êtes président de l'association. Qu'est-ce que vous en savez? Je saisis officiellement. Je vous dis, nous avons saisi déjà le gouverneur régional littoral qui nous a promis. C'est eux qui ont la force de l'art. On a 15 minutes. 15 minutes. Attendez, on va recadrer le débat. On a 15 minutes. On va en ordre qui nous reste. Pour parler cette fois sortons de la piraterie, vraiment, si vous le voulez. Oui. Parler de l'industrie du spectacle, les salles de spectacle. Absolument, ça, mais il faut préciser. Déjà, ce n'est pas une question, c'est une clarification. Premièrement, lorsqu'on parle de compte spécial affecté pour la culture, il n'y a pas que des artistes musiciens. Tout à fait. Oui. Il y a l'Ungon, il y a l'Umbam Art, il y a l'Ungondo, il y a beaucoup de choses là-dedans. Première chose. Deuxième chose, je pense que l'action de Papillon et de son association est bonne. Précisément, il faut mettre les autorités publiques devant les situations. Tout à fait. Ce n'est pas à l'artiste d'aller mobiliser la police pour faire des enquêtes. C'est au gouvernement qui veut protéger sa politique culturelle de remonter les réseaux. Lorsqu'on veut lutter, dernièrement encore, avant la fin du Ramadan, on dit le sucre entre frauduleusement au Cameroun. On a barré la voie.
au truc. Maintenant, donc, je reviens à ce que vous avez dit, salle de spectacle. Est-ce que vous n'avez pas imaginé quelque chose, il n'y a plus le centre culturel camerounais, ou bien ça revient? Est-ce que quelque chose aussi dans ce sens où vous avez peut-être des salles de spectacle avec les mairies, avec les pour le cas de Douala, je vais faire le résumé. C'est vrai que pour Yaoundé, déjà, il n'y a que le palais polyvalent des sports de Ouarda qui sert généralement de plateforme. À Douala, vous avez des petites salles, ce sont des salles de fête en réalité. Vous allez citer la place Saint-David de Bonanjo, l'aréna de Bonamoussadi, vous avez encore le Castel Hall, même des centres de Cameroun. Camerounais qui a été réhabilité aussi. Bon, même Douala-Bercy, c'est pas vraiment une salle digne de ce nom. Alors, pourquoi les hommes d'affaires, que vous côtoyez beaucoup, Papillon, ça c'est une question essentielle, ne s'investissent-ils pas à construire des vraies salles? Pourquoi on attend qu'un étranger comme Bolloré vienne nous construire des salles au Cameroun? Monsieur Bolloré, c'est pas une salle, ça. Voilà. 200 places, c'est pas une salle. Je tiens à remercier ici déjà le sénateur Ngoshingue Sylvestre, celui qui a... C'est moi qui ai fait... Mais ça, c'est Natalakou, alors. Non, c'est pas Natalakou. Bon, c'est moi qui encourage ce monsieur Ngoshingue Sylvestre, que tout le monde sait, de construire Arena de Bonamoussadi. C'est pour ça... Mais l'Arena, c'est pas une vraie salle, c'est une salle de fête. Mais est-ce que c'est pas les hommes d'affaires? Il faudrait très bien que l'État ait une politique culturelle, comme dirait Mbonbon. Si les hommes d'affaires ne lui trouvent pas d'intérêt, un homme d'affaires investit pour attendre le retour en investissement. Si le milieu n'est pas sain, si le milieu n'est pas rentable, comment voulez-vous qu'un homme d'affaires aille investir dans le showbiz? Tout simplement pour accompagner le showbiz dans son pays, par exemple. L'homme d'affaires n'est pas là pour accompagner. C'est l'État qui devait avoir une politique culturelle. L'État est hors service, selon moi qui suis sur le terrain. Mais Amatou Toumouna, c'était une discussion. Moi, je vais vous dire, j'ai interpellé Madame Amatou Toumouna en plein congrès, palais de congrès à Yaoundé, où elle avait demandé qu'on me mette dehors. Parce que moi, je suis celui qui dit des choses. Moi, je ne fais pas présent à cette occasion. J'étais présent quand j'ai... Tous les artistes, tous les grands, il y avait au moins 1000 artistes. Amatou m'a demandé de me mettre dehors. Tout simplement, moi, j'ai dit des choses. C'est ce que je demande à M. Moulekombi qui vient d'arriver, même s'il n'est pas là demain parce qu'il est de passage, de laisser au moins quelque chose et son successeur va le faire. Est-ce qu'on est d'accord, Charles Amel Megui, que la politique du spectacle, les salles, c'est de l'affaire de l'État? C'est-à-dire, vous avez le Zénith, le Bataclan ou encore l'Olympia à Paris, c'est l'État français qui a construit ça. Tout à fait. C'est pas les hommes d'affaires? Non. Je pense que ça peut être de l'affaire du ressort de l'État, mais ce n'est pas exclu que justement des hommes d'affaires aussi s'investissent dans ce domaine-là. Les producteurs, on voit même dans la production cinématographique, pour voir notre pays voisin, le Nigeria, c'est des producteurs qui mettent en place des structures justement pour faire grandir mais madame, c'est la raison pour laquelle je vous dis... Maintenant, moi, ce que je veux dire, c'est que vous avez parlé tout à l'heure du secteur qui n'est pas rentable, qui n'est pas devenu rentable. Est-ce que vous-même, les artistes camerounais, bon, il y en a qui essayent de sortir du lot. Est-ce que, sur le plan général, vous pensez que, tel que vous menez votre politique artistique, c'est-à-dire depuis la conception aujourd'hui, je parle surtout de la nouvelle génération aujourd'hui, des musiques, de la façon de faire vos spectacles. Est-ce que vous pensez que vous encouragez justement l'État et puis ces producteurs-là à investir dans ce secteur? Votre question est pertinente, madame. Mais écoutez très bien, dans un pays où l'État n'a pas une politique culturelle, l'homme d'affaires est là pour investir et rentrer en... Comment on appelle ça? S'il ne trouve pas ses intérêts... On ne parle pas des hommes d'affaires qui peuvent faire du profit. Mais il y a des gens... Vous avez, attendez, il y a eu un classement, pardon de vous couper, récemment sorti pour les 500 hommes les plus riches du monde entier. Parmi les 500, il y a des Camerounais. Vous avez les Amadou Baba Dan Poulo, qui est la première fortune de la sous-région. Qui est là au Cameroun. Vous avez celui que vous n'interpellez pas ces gens. Non, je vais les citer. Ils peuvent mettre un peu de leur argent pour encourager la culture camerounaise. Il faut d'abord que des sociétés qui sont en place, je ne vais pas vous dire. Nous, cousin, ne coupe pas parole, il faudra que des sociétés soient citoyennes qui sont en place pour nous soutenir. Ils n'arrivent même pas à soutenir. Très bien. Et pourtant, il y a une loi sur ce mécénat qu'on appelle ça. Mais, écoutez, nous sommes dans un pays, je vous dis, c'est la tutelle qui devait mener une politique pour que les autres poursuivent. Pour que les multinationales vous accompagnent, c'est toujours la tutelle. Vous avez toujours tendance à me couper. Je suis quelqu'un qui est... Si je vous cite des sociétés ici, tu arrives là-bas, c'est comme si tu aidais. Il y a une loi sur le mécénat. Bon, qu'est-ce que je mens? Non. Ça veut dire, c'est la tutelle qui, c'est pour ça que je dis, Yaoundé s'est grippé. Et nous avons saisi le président Paul Biya par rapport à cela. C'est notre rôle. Si aujourd'hui, ils ne font rien,
c'est parce qu'ils trouvent pas les intérêts. Il faut que la chose culturelle au Cameroun... Il fut une année où le palais des congrès, le cinéma Le Capitole, le cinéma Abia faisait salle pleine, archi-comble, lorsque les gens comme Aïssi le Duc, Daniel Do, Oncle Onsama et Cindy Mindia se produisaient. C'était pas du Pourquoi ça marche pas aujourd'hui? Permettez-moi. Ils faisaient salle pleine parce que les gens venaient, ils adoraient ce qui était fait. Aujourd'hui, on se plaint du contenu musical. Qu'est-ce qui est mis dans le contenu musical? On se plaint des artistes qui eux-mêmes ont fragmenté la question musicale. Depuis qu'ils ont découvert les snack bars et les boîtes de nuit, ils se refusent. Le dernier en date, c'est ce tourneur qui invitait les artistes camerounais à Paris. Il a dit, je ne veux plus inviter les artistes parce qu'eux-mêmes ne parviennent pas à prendre la carrière. C'est très bien vu, Charles. C'est trop facile de dire le maçon n'a pas bien construit son mur. Je l'ai toujours dit. Il faut que vous portez ma chaussure pour que vous sachiez ce que je ressens dans ma chaussure. Combien d'artistes camerounais peuvent faire salle comble aujourd'hui? Ça, c'est notre débat. Écoutez, Écoutez, vous parlez combien d'artistes pour faire ça comble? Laissez-moi m'exprimer. Nous sommes ici pour en tirer quelque chose. Ce n'est pas pour vous. C'est un échange. C'est un échange. Vous parlez artiste. L'artiste à quoi? C'est la politique culturelle de l'État. Tant que l'État n'a pas mis de bases, ça devient basilique. Ça veut dire que c'est n'importe quoi. Je vous dis très bien, à l'époque de Dinabel, Ben Deka, Dédié Yango, ça marchait très bien. Pourquoi ça marchait? Parce que Henri Bandolo avait mis la base. Absolument. Henri Bandolo. Bon, je vais vous aider. Même Ferdinand Yono, lui, il a quand même eu la loi de 2000. C'est déjà quelque chose. Tout le reste, là, c'est l'arrestation. On doit les arrêter. Tous ces ministres... Papillon, vous permettez, je vais vous aider un peu. Effectivement, qu'est-ce qui fait que vous parliez tout à l'heure de politique culturelle, Charles Lamel, moi je vous réponds. Que Bendeka organise 30 ans, il n'a pas de sponsor. Des sponsors, vous trouvez ça normal? C'est pas normal. Vous trouvez ça normal? Précisément, il faudrait que... la même chose. Voilà. Parce qu'on n'a pas fait les monuments, les monuments comme Dinabel. Bendeka organise les événements. Alors, vous donnez les médailles. Les médailles, c'est quoi? Attendez, laisse-moi parler un peu. Vous savez... On dit sur Papillon, ça emporte sur les plateaux. Je m'emporte parce que... Il nous reste moins de 10 minutes ici, Papillon. Parce que j'ai mal. Je me dis, c'est... Absolument. Quand les combis arrivent, ils donnent les médailles à tous les artistes que j'ai payés de moi. Heureusement, ils ne m'ont pas invité. Parce que je les avais dit, si vous me donnez la médaille, accompagnez ça avec quelque chose. Même Dédié Yango a refusé d'aller prendre la médaille. Parce que à la famille, je vais fêter, les artistes n'ont rien. Vous leur donnez les médailles. Tu vas fêter la médaille avec quoi? Tous ceux qu'on a donné les médailles, on dit même pas 10 000 francs CFA. C'est pour faire quoi? Sachant que depuis 3 ans, nous n'avons pas de droits d'auteur. Entre-temps, moi, les combien à son salaire. Entre-temps, le Premier ministre a son salaire. Et nous, depuis 3 ans, nous n'avons rien. Vous parlez artiste. C'est pas l'artiste. L'artiste, c'est un produit. Il faut maintenant que l'artiste soit entouré des professionnels. Je dois confirmer il faut une politique culturelle de l'État. Il faut que le secteur soit sécurisé. Lors de l'organisation des événements, lors du dernier spectacle justement de samedi dernier de la présentation de l'album La Confrontation à la Confiserie de Papillon, il y avait du beau monde sur l'affiche. Vous aviez Grâce Deka, vous aviez Épée et Coupe qui sont venus de Paris en France tout spécialement, mais je vous assure qu'il n'y avait pas beaucoup de sponsors. Et même les sponsors qui étaient sur les affiches, ils n'ont rien. Un sponsor mécène, c'est celui qui tire 20-30 millions, un chèque, il vous donne. Ils ne font pas ce boulot-là. Si je vous cite une société de la place, vous allez tomber venu, qui n'a presque pas soutenu. Je préfère taire le nom parce que... Mais il y avait son logo sur l'affiche. Tous au début donnent l'accord. Mais après, cet accord devient les accordéons. Ça fait mal. De ma connaissance, il n'y a aucun artiste, y compris même Papillon, qui organisait un événement sans aller au ministère de la Culture demander ce qu'ils appellent la lettre de parrainage. Non, mais pas un seul franc. Permettez-moi. C'est qu'on adresse la lettre de parrainage et la lettre de soutien qu'on adresse à l'endroit de tous les mécènes. Le ministre dit effectivement, je m'inscris dans l'ordre, dans la logique de l'organisation de cet événement. Accordez votre appui. Bon, il fait la démarche. Il y a la lettre qui est faite. Accompagner ce projet en quoi nous avons accepté le parrainage. C'est cette lettre qu'on met dans le dossier. C'est pas le ministre qui va prendre son téléphone, appeler le soutien en disant de l'autre. Il y a une lettre qui est produite.
Non, ça doit aller, ça doit aller au-delà. L'accord du ministre doit s'accompagner. C'est-à-dire que le ministre qui vient mettre de l'argent doit savoir que les 100 000 que je mets, on ne va pas m'imposer dessus. Oui. Terminez, Papillon. Moi, je parle généralement du comité musical du Luc à la piraterie dont je suis le représentant légal. Je parle du comité, des autres, c'est pas. Il est là, M. Moulekombi, il y a au moins 10 courriers là-bas. Même pas un centime. Monsieur Ango, à combien de fois peux-tu estimer l'événement que tu as vu samedi? C'est beaucoup d'argent. C'est des grands musiciens, n'est-ce pas? Tout à fait. Je tiens à remercier ici ces responsables, ces gens qui savent que on se bat. Parce que si nous ne prenons pas au sérieux notre propre carrière, ça pourrait parler. Vous allez recevoir demain après-demain les PECOUM. La charge des PECOUM depuis Paris, ici, c'est en charge du comité musical du Piraterie. Parce que je dis, voilà, les gens qui ont marqué, qui continuent à marquer la chose culturelle au Cameroun, et on ne les invite pas. Nous, on a fait venir Manu de Bango, Toto Guillaume, Saleh John, on va continuer. Tout ce que nous demandons à la tutelle d'homme, M. Moulekombi, c'est de nous accompagner. Parce que nous avons déjà fait des preuves. Jusqu'à aujourd'hui. On termine parce que malheureusement, on n'a plus par le temps. On demandera à la direction de nous accorder le temps de prolonger ce débat avec peut-être d'autres artistes, comme vous l'avez dit, au courant de la semaine. On sort en 2 minutes sur la question du droit d'auteur, parce que qu'est-ce qui fait problème? Est-ce que c'est toujours de la responsabilité du ministère qui ne permet pas la mise en place de la nouvelle société qu'on attend depuis? Ou alors la question m'est posée. Oui. Je vais vous dire, votre question est pertinente. Voilà un pays, comme je l'ai toujours dit, c'est comme si le pays était dépaysé. Nous avons les gens du droit, nous avons les gens de loi, nous avons tout. Nous avons des gens qui peuvent faire et même des artistes intelligents. Mais en gros, je vais te dire, il y a des gens, ça les intéresse, ça les plaît de perdurer pour mieux percer dans des eaux troubles. Parce que s'ils mettent une société tout de suite, ils ne pourront pas gagner d'argent. Et laissez-moi vous dire, il y a des sociétés qui financent des gens derrière pour qu'une société de droit d'auteur ne s'y installe pas. Comme c'est bon, les sociétés mobiles là, ne payent pas de droits. Les entreprises de téléphonie mobile, ils ne payent pas. C'est beaucoup d'argent, c'est des milliards. Moi, j'ai dit c'est une bonne chose que le chef d'État ait pris une décision de confier au Premier ministre cette action de pouvoir mettre sur pied. Mais le Premier ministre attend quoi? Quelle est cette inertie depuis 2 ans? Projet sur projet, conférence sur conférence. Entre-temps, il perçoit les perdièmes. Le Premier ministre de Philemon Yang, là, comme j'appelle Philemon Yang, il va devenir un Yankee. Mais vraiment, de Dieu, je ne comprends pas 2 ans après. Voilà l'Isati qui vient de mourir. Voilà le grand frère Kambé Brillant qui n'arrive pas à équilibrer l'équilibre. Moi, ça va quand même. En gros, ce n'est pas vous les artistes même. Vous parlez toujours artistes, c'est l'État. C'est la responsabilité des artistes aussi. Les artistes sont divisés aussi. Il y a quelle coopération où il n'y a pas de division? Vous avez zéro de plan. Parce qu'il y a des gens derrière. Non, il n'y a pas de gens derrière. Même en France, il y a des gens. Nous sommes sur ce plateau pour en tirer quelque chose. Nous ne sommes pas là pour se tirailler. Je vous ai un départ comme celui-là qui est aussi sensible. Le chef de l'État nous écoute là. Est-ce que 2 ans après, on demande société de droit d'auteur? 2 ans après, pourquoi elle n'est pas prête? Est-ce que c'est des gens... On parlait de fusion-absorption CNC Socam. Vous êtes d'accord? D'accord, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, fusion. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose, fusion. C'est une bonne chose. Mais elle est où 2 ans après? Au premier ministère, M. Yang, qu'est-ce qu'il fait? M. Moulekombi, qui a été conseiller de Paul Biya. C'est aussi simple. Moi, Papillon, vous me demandez de mettre une société de droit d'auteur en 24 heures. Parce qu'aujourd'hui, on ne crée plus rien. On a fini, Papillon. Il y a tout à Internet. Il suffit qu'on prenne d'Internet et qu'on régule par rapport à ce que nous voulons. C'est tout. Mais on va connaître ce que je dis. Merci beaucoup, Maréchal Papillon. On a terminé tendance, malheureusement. On va... Non, pose la question, ma soeur. Vas-y. Parce que mon père, on a dit que la chanson à moto, c'est Boubilé Longueur. Maman, toi aussi, poser des vraies questions qui feront en sorte que... Merci beaucoup. Des asticots à ce canal. Il faut respecter le respect comme invité sur le plateau. Surtout quand on parle des problèmes. Merci beaucoup, Maréchal. C'est moi qui remercie Equinos dans ma maison. Oui. Et je tiens à remercier le PDG, le directeur, M. Théo. Parce que tenir une télévision pendant plus de 10 ans, c'est pas facile, hein, sinon pas eu la dysenterie. Je dis tout simplement, je tire chapeau avec eux. Merci beaucoup. On prend la musique pour c'est un jour de fête et puis on vous retrouve pour la deuxième partie.
Puisque nous sommes le lendemain de la célébration du Ramadan, c'est une musique bien choisie donc par la réalisation et surtout parce que le leader de ce groupe-là, Isnebo, est aussi quelqu'un qui défend bien les droits des artistes. Il fait partie, par exemple, du rassemblement des musiciens camerounais, le Ramka, de Prince Dedi Eyango. Il a souvent également été aperçu dans les rangs des sociétés de droits d'auteur, que ce soit la SOCAM ou la CMC. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui doit pouvoir être bien représenté pour la partie Grand Nord également. Mais c'est d'abord un très bon chanteur. C'est pour ça qu'on a voulu vous le proposer ce matin. On va donc poursuivre le Zénith avec quelques petits messages avec vous. Alors, des messages ce matin qui arrivent nombreux. Donc, relatif à l'histoire du jour, on a Grégoire du Jourdain d'Untui qui nous dit « Le départ en vacances et même l'arrivée doit se faire comme un projet au sein d'un couple. La femme mariée doit-elle aller en vacances? Si oui, ou chez elle ou bien dans sa belle famille ?» Je sais pas. C'est mieux de rentrer dans sa belle famille. Hein. On parlait des enfants qui débarquent dans un couple, voilà. Et le bébé de 6 mois aussi. Voilà. N'oublions pas. Et la femme s'est fâchée, elle a dit que pour cette raison, elle rentre chez ses parents. Donc, est-ce que c'est normal selon vous? On vous rappelle juste l'histoire du jour pour que vous soyez sur les rails. Un deuxième message, rapidement. Un deuxième message, alors c'est mal rédigé. Il y a un message qui nous dit que la Sonara n'a bénéficié d'aucune subvention entre 2002 et 2012, période au cours de laquelle la Sonara est devenue la première entreprise au sud du Sahara. Plus de 1000 milliards de francs CFA en 2012. Qui a décidé de mettre qui en Kondendi et pourquoi? Ça c'est vrai, effectivement. Cette année-là, effectivement, la Sonara qui envisageait se redynamiser, c'est-à-dire raffiner le pétrole camerounais, en faisant l'extension de ces installations, avait même eu l'accord de l'association des banques ASBECAM à l'époque pour ce financement-là. Malheureusement, on n'a pas tenu compte parce que précisément le directeur de la Sonara de l'époque a dit on nous subventionne, c'est vrai, mais on produit de l'argent. On procède donc par compensation. L'argent que nous demandons à l'État, que l'État nous laisse. Nous, on a atteint 100 milliards de chiffre d'affaires. Nous avons la crédibilité des banques qui peut nous aider à élargir et à raffiner le pétrole camerounais. C'est ça qui a été mis à défaut. On a entendu, je pense, à la fin de cette semaine, qu'on veut reprendre le procès. Mais bon, que le projet, on attend. Voilà, l'homme ne devrait pas appeler ses sœurs pour les vacances sans aviser sa femme. C'est la femme qui doit s'en occuper et qui doit s'occuper de ses enfants. Mais la femme devrait aller plutôt dans sa belle famille et non chez ses parents à elle. Le rôle de ce monsieur, c'est seulement de rationner. Je pense que le débat ne doit même pas avoir lieu dans ce cas parce qu'effectivement, c'est la femme qui gère la maison, la maison. Donc, on doit lui laisser vraiment le soin de décider, même si, attention, parce qu'elle ne doit pas décider aussi de façon arbitraire. Mais elle a accepté les vacanciers. Elle n'a pas refusé. Mais ce qui l'énerve, c'est que vous avez... Elle pose des conditions. Non, elle n'a même rien posé. Elle a dit, je veux les vacanciers. Mais ce qui l'énerve, c'est que vous avez débarqué avec les vacanciers jusqu'à débarquer avec le nouveau-né. C'est pourquoi elle recommence encore à zéro. Nouveau-né, ça veut dire 6 mois, tu vas encore rentrer faire à manger à la mère de l'enfant. Ça ne se passe pas comme ça. Où est la maman du nouveau-né alors? La maman du nouveau-né est là. À 6 mois, la maman du nouveau-né, elle va faire quoi? N'est-ce pas? Elle va tout s'occuper de l'enfant. Elle ne peut pas s'occuper de l'enfant seule. Et pour s'occuper de l'enfant, si madame est là, elle doit l'aider. Donc c'est une jeune mère, c'est ça? C'est une jeune mère. Pourquoi on a envoyé une jeune mère? Non. Ne rentre même pas. Ne rentre pas. Très bien. Meggy, la suite? Oui. Alors, un autre message qui nous dit que le gouvernement gouverne sans consulter les hommes de Dieu alors qu'ils sont liés à l'amour de l'argent. Ils ont besoin de délivrance. C'est Bessac et Kitty, François Claude, depuis Boya. Très bien. À présent, on va évoluer avec la prochaine rubrique qui s'intitule la revue des réseaux sociaux. Il s'agit de choisir 2 ou 3 images saisissantes qui font le buzz sur Internet, les réseaux Facebook, WhatsApp et autres. Cependant, je dois quand même vous préciser qu'on reviendra sur cette information qui fait beaucoup jaser, également la sortie de la chanteuse Lady Ponce qui répond à une dame qui la harcèle pratiquement depuis près de 3 ans aujourd'hui. Alors, d'aucuns pensent qu'elle n'aurait pas dû lui répondre de cette façon-là et surtout les propos qu'elle tient, pour vous qui avez pu écouter cette vidéo-là,
ne sont pas forcément dignes d'elle. Elle n'a pas besoin, pensons-nous également, de descendre à ce niveau. Mais de cela, on en reparlera lorsque nous aurons l'occasion de vous diffuser cette vidéo. Nous avons préparé bien d'autres choses ce matin pour vous et c'est Megui qui a la charge de nous les présenter. Merci de me passer le témoin. Donc la revue des réseaux sociaux a bougé, hein, comme toujours. Ouais, ça bouge beaucoup de ce côté toujours. Donc, alors, on est le 26 juin 2017 et ce jour, on commémore la mort de notre cher compatriote Marc-Vivien Fouet qui nous a quittés. C'était le 26 juin 2003, donc il y a 14 ans, du côté de Lyon, plus précisément au stade Gerland, voilà, de Lyon. C'était pendant la compétition de la Coupe des Confédérations cette année-là. Donc en plein match, Marc-Vivien Fouet, donc des suites d'un accident cardiaque, nous a quittés et on commémore justement cette mort aujourd'hui. Sur les réseaux sociaux, on a constaté des hommages rendus ça et là par des compatriotes et même par des étrangers, voilà, qui étaient des véritables fans de cette figure. On dira qu'il restera éternel. Ça, c'est l'image de la finale, après l'image triste de la demi-finale face à la Colombie, où il est tombé les yeux révulsés. Ça, c'est la grande photo présentée à la finale contre l'équipe de France de Thierry Henry et de Jacques Santini. Mais disons que le Cameroun, en 2003, Charles Hamel sortait d'une double victoire à la Coupe des Nations. D'abord Ghana-Nigeria et puis Mali 2002. Entre-temps, on avait déjà changé d'entraîneur. C'était Winfried Schäfer. Et dans cet effectif, il y avait d'assez beaux joueurs quand même, hein, au milieu du terrain. Il y avait vraiment Eric Ndjemba, Modeste Mbami, Valérie Meizag, lui aussi de regretter mémoire, qui avait été révélé à cette compétition aussi. Mais surtout, donc, Rigobert Song, Samuel Eto'o, souvenez-vous du somptueux but qu'il marque face au Brésil. Voilà. Donc, on avait toutes les chances même de gagner cette compétition. Malheureusement, on a été stoppé net. C'était un triste souvenir qui, pour nous, nous a beaucoup marqué, nous qui faisions nos premiers pas dans la chronique sportive. Bon, c'est vrai, Sam, que ça a marqué tout le monde et ça continue de marquer. Je crois que aujourd'hui, voilà, je crois, le gouvernement qui est en train de vouloir se battre pour faire une stèle de ce côté des écarts sur la tombe, je pense bien de l'homme qu'on appelle Ruben Umniobe. Après combien d'années? Il faut se mettre un point d'interrogation. L'histoire, elle avait été dite par nos différents responsables de football à l'époque qui disaient perpétuer la mémoire, perpétuer, on va dire comme ça, cette image de Marc-Vivien Fouet. Voilà le complexe aujourd'hui qui a un état de décrépitude. C'est une église de réveil qui a récupéré le stade, en fait son complexe, avec des gens qui viennent dormir, on hospitalise même les malades qui souffrent de déviance mentale de ce côté. Voilà l'état qui est abandonné. On se rappelle aussi de ces joueurs camerounais qui avaient pris l'engagement de tout faire, d'apporter leur pierre. On s'est rendu compte que c'était l'être mort juste après les obsèques. Chacun a pris la route et c'était terminé, on n'en parle plus. Donc pour dire que nous, on ne peut que se souvenir de Marc-Vivien Fouet comme ça, mais sinon, en termes d'œuvre, plus rien. Est-ce qu'on peut effectivement, pour aller dans votre suite Mbombog Mengan, faire le procès et l'inventaire de ces joueurs de cette génération-là, partant de Samuel Eto'o à Rigobert Song, en passant par Jean-Joël Perrier Ndoumbé, et tous ceux-là qui l'ont connu, Eric Ndjemba, de n'avoir rien su faire, et même celui qui partageait sa chambre, je veux parler de Lucien Métomo. Qu'est-ce qu'ils ont fait de l'héritage de Marco? Il est très vite rentré dans les oubliettes. Oui, Sam, c'est ça qui est effectivement regrettable. Vous avez vu dernièrement, lorsque un gars en France comme Jean Tigana a été porté, je veux dire, a commencé à décliner, ce sont ses anciens coéquipiers, Alain Giresse et tout, qui sont venus à l'aide pour que Jean Tigana ne sombre pas. Et on commence même à lui négocier des passages et tout. Dans notre pays, malheureusement, ce n'est pas le cas. Vous avez cheminé ensemble avec quelqu'un qui vous portait, avec qui vous étiez vraiment de commun accord, comme on dit. Vous avez formé une équipe. Aujourd'hui, sa veuve, ses enfants, on n'a pas le sentiment que... Qu'est devenue Marie-Louise et ses enfants? Est-ce que vous avez les nouvelles Demande à Thierry Henry. Demande à Thierry Henry. C'est lui qui promettait comment, oh, je vais faire ci, je vais faire ça. À l'époque, moi, je regardais la télé, j'ai vu le jour que Marco est décédé. Thierry Henry a pleuré, je vais regarder les Jacques enfants. Santini a pleuré aussi. Je vais commencer par... Tellement les gens ont pleuré jusqu'à... Je n'ai plus de ces nouvelles. La dernière fois, j'ai vu ces photos sur les réseaux sociaux. Les gens disaient qu'elle est encore devenue laide, elle est encore maigrie, elle a noirci, elle n'est plus belle comme avant. Ce n'est que normal. Parce que quand ton mari n'est plus là, tu vas vivre comment? Ici, les gens ne sont pas là pour te soutenir. Tu vas faire comment? Tu ne peux rien faire. Il y a eu tendance, les problèmes avec la famille. Oui. Parce que la famille, à propos des biens, d'ici là, il y a eu des discussions et tout. On lui a dit, reste avec ce qu'il a en Europe, laisse-nous avec ce qu'il est ici, on va se battre. Donc il y a eu des petits problèmes.
qu'on a voulu à un moment donné porter à l'attention de la justice. Certains joueurs locaux, si on dit que non, laissez, on va gérer la situation, on va s'occuper. Elle a clé finalement, bon voilà. Alors moi j'interpelle ici essentiellement deux noms, hein, Samuel Eto'o et surtout Rigobert Song, parce que ce sont les aînés qui ont cheminé avec Marc-Vivien Foy. Je me rappelle, Megui, de cette petite phrase, juste au tout début, hein, parce qu'ils avaient pris leur quartier à l'espace Léonard de Vinci dans les Saunes. Et là, dans une conférence de presse, nous étions un bon nombre de journalistes camerounais, Jean Lambernan, Bouba Ngomna, Martin Kamemimbe, qui faisions nos débuts là-bas. Petite phrase de Marco qui disait « Laissez notre capitaine tranquille ». Il parlait de Rigobert Song. C'est-à-dire qu'il ne faut pas déranger notre capitaine. Il avait sa petite voix fluette. Qu'est-ce que Rigobert Song a fait de l'héritage laissé par Marco? On peut se le demander. Est-ce qu'il a parole là-bas? Quand tu parles de l'héritage, qu'est-ce que tu sous-entends quoi? L'amitié qu'il est lié, l'amitié qu'il est lié, non, moi je pourrais ajouter le gardien Kameni et peut-être Djitap aussi qui est aujourd'hui à la tête du Singapour. Mais moi c'est une question un peu embarrassante parce que si ces derniers que tu as cités ont même eu des actions envers la famille de Marc-Vivien Foy, on ne peut pas être au courant. Voilà, pour ce que nous savons, on parle donc de l'héritage du centre qu'il a laissé. Voilà. Ces gens-là auraient pu financer cette œuvre-là pour qu'elle ne puisse pas sombrer aujourd'hui. Absolument. Pour qu'on ait le... Ces gens auraient pu financer cette œuvre, mais est-ce que c'est ce qui a été dit au départ? Est-ce que c'est ce qui a été dit au départ? C'est l'engagement que vous avez pris de financer, de s'occuper. C'est l'engagement qu'ils avaient pris de manière solennelle, puisque bien après ils ont organisé un match dont les retombées devaient être reversées à la veuve de Marc-Vivien Foy. Donc vous faites bien de relever ces Est-ce là. que ça n'a pas été fait? Peut-être qu'il faudrait qu'on mène un peu plus des investigations. Est-ce que ça n'a pas été fait? Parce qu'il me souvient quand même qu'à cette époque aussi, il y avait des polémiques entre le père de Marc-Vivien Foy qui se revendiquait être le responsable, qui devait gérer ci, ça. Non, mais Guy, ce qu'on veut dire, c'est que si l'État, à travers le ministère des Sports et peut-être l'Africa Foot n'ont rien fait, ce sont ses camarades de combat sur le terrain qui devaient, surtout qu'ils ont les moyens pour ça. Ils auraient pu faire quelque chose. Est-ce que vous comprenez qu'aujourd'hui, le seul souvenir qu'on garde de Marco, ça vient du championnat de France, où il y a chaque année un prix Marc-Vivien Foy, qui récompense le meilleur footballeur africain. J'aurais l'honnêteté de vous dire que moi, personnellement, je ne peux pas m'avancer sur des conclusions parce que je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas pourquoi est-ce que peut-être ils se sont retractés, s'ils se sont vraiment retractés, je ne sais pas. Donc peut-être qu'il disons, c'est tout le football camerounais qui n'a pas su quand même, il faut le dire aujourd'hui, un jour comme celui-ci. Parce que c'est des problèmes qui englobent aussi la famille. On ne sait pas quels ont été les intérêts. Bon, au-delà de la famille, ne parlons pas de la famille, je comprends très bien. C'est ce que je suis en train de dire que Charles Armel. Aujourd'hui, tu ne peux pas avoir l'autorité de dire si Eto'o a aidé la famille de même. ou pas. Tu as quel élément? Voilà ce qu'on veut dire, Megui. Voilà ce qu'on veut dire. Odin fils, la patrie reconnaissante. Ça commence d'abord par les amis. Laissez-moi terminer. C'est pour ça que je dis, il m'a posé la question à moi de savoir. Laissez-moi donc aller jusqu'au bout. Je vais donc expliquer. Je ne vous critique pas. Je veux qu'on comprenne, que les téléspectateurs comprennent que lorsqu'un militaire tombe, ça se passe comment? Odin fils, la patrie reconnaissante commence d'abord par nous qui sommes ici sur le plateau. C'est-à-dire que rien n'empêche à Somba Hanak et à Eto'o, à Djitap qui est encore pourquoi vous ciblez ces trois-là? Pourquoi parce que nous connaissons, mais laissez-moi terminer. Vous n'avez pas aidé, pour qu'en réalité disent, voilà ce qu'on envisageait. Ils avaient quand même pris l'engagement solennel au nom de l'équipe du Cameroun Fagnon. C'est comme ça que je dis, que nous sommes tous aujourd'hui rendus à des supputations. Vous ne pouvez rien dire. C'est comme ça que je dis que tu ne peux pas me poser une question, Sam, et tu voudrais peut-être... Non, j'ai compris. On ne vous contredit pas, mais nous disons que dans ce genre d'entreprise, si les sons et Eto'o avaient voulu que ça aboutisse, ils peuvent appeler la presse. Ils peuvent, rien ne peut les empêcher. Tout à fait. Mais le jeu de Sabon, les caméras étaient là, chacun faisait cet engagement. Vous avez fait le one man show pleurer. Oh Marco, il était calme. Oh, il était ceci. Maintenant, assumez vos responsabilités, vous dépassent. Les gens qui viennent vous témoigner le jour de votre mort, là, Sam, je ne veux pas ça. Je veux que le jour de ma mort, sauf que comme il était folle,
Elle n'était pas appelée. Dites que la fille qui était toujours folle là. Parce que le juge est mal témoin. Mais Guy ne souhaite pas qu'on parle beaucoup plus des camarades de terrain. Non. Interrogeons dans le rôle de l'État. Est-ce qu'il y a un monument Marc Vivian Foé? Est-ce qu'il y a un stade Marc? Il y a une avenue quand même apparemment à Yaoundé. Il y a une avenue Marc Vivian Foé. Mais moi, ce que j'aurais pu dire, c'est que même l'équipe qu'il formait à cette époque, pouvait chaque 26 organiser un match. Quelque chose, pouvait être reversé à la veuve et à l'enfant. La veuve aujourd'hui qui se retrouve, je ne sais pas si vous avez comparé l'époque où elle était avec Marc Vivian Foé maintenant. Vous allez vous rendre compte que l'image, elle a véritablement fané. Donc, à un moment donné, on parlait même de quelqu'un qui voulait laver la veuve parmi les joueurs. Parce que ça, il faut le dire aussi, parmi eux, il y avait des gens qui voulaient laver la veuve. Je crois que peut-être c'est partant de là qu'il y a eu beaucoup de claques et de clashs à ce niveau. Est-ce que c'était réel? Est-ce que cela n'était pas? Mais je pense que sur le plan national, même une politique en tête de football devrait être mise sur pied pour ne pas oublier. Parce qu'aujourd'hui, Albert Roger, moi je pense que l'académie du football, on aurait pu appeler ça l'académie faux. Voilà par exemple un exemple. C'est ça. Par exemple. Ouais, Marco. Voilà. Donc, ce restera un triste souvenir de ce géant qui a commencé tout doucement dans les rangs du canon de Yaoundé. C'était un virtuose. Il est allé à la Coupe du Monde 94 aux États-Unis avec Rigobert Song comme les plus jeunes joueurs de cette compétition-là. Il n'aura pas eu le bonheur de disputer la Coupe du Monde de 98 en France parce que c'était en fait mal lors d'une séance préparatoire. Hein. Bon, vous savez de quoi je parle. La veille. Voilà, pratiquement la veille. Et bon, malheureusement, en 2002 aussi, l'équipe du Cameroun n'est pas allée bien loin, mais on garde de lui vraiment l'image d'un géant, mais également l'image d'un homme avec grande H qui avait beaucoup de qualités en termes de gentillesse et de bienveillance et de sympathie. C'était une perte énorme. La preuve, c'est que les obsèques de Foé, je ne sais pas si vous vous rappelez encore, resteront quelque chose dans l'histoire. Dans l'histoire, je ne sais même pas si... certains d'entre nous, même le numéro 1 d'entre nous. Non, ça, on ne peut pas comparer parce que parmi les obsèques, on peut citer celle de Cotobas. Celle de Cotobas, d'Aqua jusqu'à Bonabel, c'était pratiquement difficile de circuler. Donc je dis, si vous voulez faire le classement, je mets Cotobas en premier, Marc Vivian en deuxième position. Non, Marc Vivian avec tout le gratin du sport mondial. Non, en termes de foule, moi je ne parle pas peut-être de gratin. Mais de foule, il a déplacé ses blatters. Tout le gratin du foot. Plus la foule. Voilà. Et toute la foule aussi. Vraiment. Bon, joli souvenir. Merci pour l'anniversaire, Maggie. Merci. Donc, on va passer à une autre information qui reste dans le cadre du sport. Hier, les Lions indomptables du côté de la Russie ont livré leur dernier match, justement dans cette Coupe des Confédérations, et soldé par un score de 3-1 face à l'Allemagne, qui est d'ailleurs le champion du monde, le dernier champion du monde en date, voilà. Donc, les Camerounais, plus que la qualité du match et le rendement des Lions indomptables sur le terrain, se posent la question justement de ce qui... quel est l'intérêt justement de cette vidéo qui est mise aujourd'hui comme en fait, on a testé la vidéo dans cette compétition. Est-ce que les internautes se demandent, est-ce que c'est vraiment indispensable? Quel est vraiment le rôle? Ça ralentit la passion, la ferveur qu'on peut retrouver dans le football, faire sortir quelqu'un sous un carton rouge et le réintégrer par la suite sur le terrain. On se demande si c'est vraiment important cette vidéo ou pas. Voilà, avant de revenir à l'utilisation de la vidéo comme nouveau mode d'arbitrage, tendance, on aurait peut-être commencé par une image d'Aboubacar Vincent. Bon, il a pu marquer, puisque depuis quelque temps on se demandait ce qui lui arrive, parce que n'ayant pas la faculté d'aller marquer des buts, c'est leur entraîneur même qui a dit que son équipe n'avait pas des gens pour marquer des buts. Il a pu marquer quand même hier. Il a marqué, sauf que les gens l'insultent. Vous qui l'insultez là même, vous pouvez courir. Comprenez ce que ça fait qu'on gagne, les autres, ils ont aussi mal. Dedans encore, je vais demander pourquoi est-ce que Clinton Dieu n'était pas là-bas. Cher entraîneur, pourquoi tu n'as pas appelé Clinton Dieu, c'est mon joueur. Les gens vont dire que le support est trop parce qu'on a déçu le Cameroun. S'il était là aussi, il pouvait faire quelque chose. De deux. Il a fait quoi avant ton Clinton Dieu? Non, avant il faisait. Je veux savoir pourquoi on ne l'a pas appelé, il fallait qu'on l'appelle. Je sais que l'animateur de l'équipe nationale est malade. Orongo Bitoro. Orongo Bitoro. Même s'il prononce son nom mal, vous savez de qui je parle. Je sais qu'il est malade. De deux, je voulais Clinton Dieu. De trois, notre gardienne, papa, respect mon petit, tu es bon. Les gens t'ont insulté. Il pouvait encore faire quoi? Il a fait, on a vu. S'il n'avait pas arrêté tous les buts, on devait encaisser même 100 buts. Papa, je te respecte. Ah, même il jeûnait. Il était en train de jeûner. Vous-même, vous pouvez...
Rester gêné comme ça sans manger, c'est facile de travailler même. Ce n'est pas facile, vous venez l'insulter. 2-3, Abouaka Vincent a marqué, et dans le jeune, tous les musulmans qui étaient au stade qui n'ont pas bien joué, non. Pardon. Ne les insultez plus. Parce que vous-même, vous ne pouvez pas passer de sans manger. Bon, que retenir de cette participation en 2017 à la Coupe des Confédérations de la part du Cameroun, qui, je dois le rappeler, d'après certains, est monté en puissance, d'après d'autres, n'avait peut-être pas le niveau mondial dans ce registre-là. On a vu les avis et les dispositifs tactiques de l'entraîneur qui fait peut-être jouer Bassogok dans le couloir droit alors qu'il est gaucher, qui ramène Faye, je ne sais pas, à droite. Voilà, c'est ça. Quel est le jugement que vous faites de la participation du Cameroun? Deux choses. Moi, premièrement, je pense que l'entraîneur, il était embarrassé. Il était, comme vous avez dit dernièrement, le haut niveau. Il n'a pas su préparer le haut niveau, première chose. Deuxième chose, c'est là où je réponds directement à votre question. Je pense qu'il va maintenant penser à réajuster vraiment son équipe. À réajuster, moi aussi, bon, c'est vrai, je ne suis pas un technicien aguerri du football, mais j'ai vu certains compatriotes qui n'avaient vraiment pas le niveau. Ce n'est pas à la Coupe des Confédérations qu'on vient essayer les joueurs. On ne vient pas essayer les joueurs à ce niveau-là. On peut organiser les matchs. Parce qu'il n'a pas un effectif assez fourni, donc il est bien obligé de faire avec ce qu'il a. Voilà, non, précisément, il a des joueurs d'Engok et tout. Il suffit d'enrichir son banc de touche, ses vestiaires. C'est lui qui doit aller vers les joueurs. Comme il a dit qu'il va davantage travailler avec les professionnels qui sont à l'Occident, qu'il va donc vers eux. Il sait pourquoi certains refusent de venir. Il sait pourquoi, ils ont des raisons diverses. Donc c'est à lui de calmer tous ces ardeurs-là et de les ramener à l'équipe. Rapidement, cher Lamel, avant de parler de la vidéo, pour sortir votre jugement sur l'équipe, Mathias Wanangini estime que l'équipe n'a pas un bon milieu de terrain. On parlait de Fouet tout à l'heure. Il n'y a personne au milieu qui peut percuter et faire en sorte qu'il y ait des solutions. Ce n'est pas aujourd'hui. Oui, on devrait travailler sur les finitions, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas de bien jouer, il faut marquer, parce que c'est ça qui est important. Merci. Qu'on leur donne de la chance, voilà, pour les prochaines... Voilà, la suite, ce seront les qualifications pour la Coupe du Monde qui se jouera toujours en Russie. Mais la question qu'on se pose, aura-t-on les moyens d'y aller cette fois-ci? Merci de rester avec nous, voici Interpellation. Je pense que mes frères Benskiner devraient essayer de se comporter un peu mieux parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'être côtois. Ils devraient essayer d'être un peu plus gentils envers la population et les passagers. Voilà, Mbombok Mbengan, interpellation. Oui, il pose le problème des bensikin, des mototaxis qu'on a aujourd'hui. Est-ce qu'il mettait le code de la route? Est-ce de surcharge? Parce qu'il veut toujours dire, est-ce qu'il va bâcher? Bon, il n'a pas prononcé le mot. Bon, je veux dire que l'utilisation des mototaxis que nous avons en ville, est-ce un mal, est-ce nécessaire, est-ce une nécessité, est-ce un mal nécessaire? Voilà un peu, nous nous trouvons dans cet environnement-là où on ne peut plus se passer des motos. Les benskideurs nous aident. Souvent, quand on entre au Gombo à 2 h du matin, ils entrent au quartier avec nous. Mais il est bien vrai que parfois, il y a les benskideurs, vos bandits, qui vous portent pour aller vous agresser. Mais la majorité des benskideurs aident vraiment. Parfois, même tu es arrêté au travail, tu tombes sur le Benam. Quand il y a les embouteillages, le Benam fonce. Vous arrivez, mais leur défaut, que chaque fois, on leur dit, c'est qu'ils n'ont pas de casque. Et je vais dire au gouvernement, non, vous allez avoir le casque obligé. Parce que quand vous entrez sous les camions, vous mourrez, c'est nous qui perdons. De deux, votre deuxième défaut, vous ne connaissez pas les feux de signalisation. Vous ne savez pas que quand on arrive au milieu d'un grand carrefour, on trouve les panneaux stop. Les panneaux stop, les feux de signalisation. Non, vous devrez apprendre tout ça. Votre avenir en dépend, ou encore votre vie en dépend. Mon gros français finit aujourd'hui. Je m'arrête là, mes chéris. Alors, sur le phénomène des conducteurs de mototaxi, comme on les appelle communément, donc bensikineurs, il faut quand même tirer la sonnette d'alarme. Parce que vendredi dernier s'est produit un fait étrange dans l'arrondissement de Douala 5e, au lieu dit carrefour des immeubles à Kotor, une horde de benskinners qui transportait dans un cortège le corps d'un des leurs qui devait être inhumé. Ils ont donc pratiquement dicté leur loi
Comme des hors-la-loi, systématiquement armés d'armes blanches, des machettes et gourdins, ils interpellaient tout le monde en vous mettant au garde à vous, en imposant du silence à leur passage. C'est une image qui nous a beaucoup dérangés. Et lorsqu'on tentait de joindre les éléments de police et gendarmerie, il n'y a pas eu de réaction par la suite. Alors, la question, je vous la pose donc, Charles Armel. Est-ce que nous sommes dans une république? Est-ce que nous nous acheminons dans une république, vers une république des mototaximens qui font la loi? Ça arrange le gouvernement. Je vous assure, ça arrange le gouvernement parce que, rappelons-nous les dernières frasques de Bensikina lorsqu'ils sont allés jusqu'à casser un véhicule de police, frapper sur un commissaire, c'était du côté de Pékakato, frapper littéralement. À la fois, on a dit laisser. C'est encore les mêmes autorités qui ont dit laisser. Ne faites pas un front avec ces gens, laissez. Je veux savoir, Sam, lorsque vous voyez un Bensikiner à un feu avec l'agent qui lui donne le dos, tout le monde est censé savoir que lorsque l'agent donne le dos, ça suppose stop. Ça sert de feu de signalisation, ça suppose stop. Qu'il passe et qu'il frappe la main du policier en passant, c'est se demander où est-ce qu'on est en train d'aller. C'est à se demander où est-ce qu'on est en train d'aller. Est-ce que les rapports ne sont pas rédigés tous les jours? Que vous avez à le lever de corps des Bensikineurs qui bloquent, qui se retrouvent sur les, comment dire, au niveau des ronds-points, à faire des vrombissements avec leur moto, faire danser leur moto sur tous les centres, sans que cela n'inquiète un quelconque officier. C'est comme si on avait dit à tous les commissaires, les commandants de brigade, vraiment les gens là, laissez-les. C'est pour ça que je dis ça arrange. Depuis on parle de la question du casque. On va pas dire que ça les arrange. Comment est-ce que ça peut arranger le Mais sans Sévérin, je crois qu'à chaque commandant de brigade, chaque commissaire de police, dans son unité de commandement, pouvait mettre la discipline. Le délégué du gouvernement ici en place pouvait gérer cela. Depuis on demande, on est en train de crier dans cette émission, monsieur le délégué, où parquer les motos? On a l'impression que les stations-service, vous ne pouvez pas consommer libéralement dans une station-service parce que les motos garées sont pratiquement obstrué la pompe. Vous ne pouvez pas rentrer serré dans une station-service, ne serait-ce que pour la vidange. Les motos sont là, les gens sont en train de faire la prière. J'estime que Sam Sévérin, ça arrange le gouvernement tant qu'il ne mettra pas le calme qu'il faut pour empêcher que cela n'arrive. Voilà. Mais Guy, vous prenez la chose sous quel angle? Parce qu'aujourd'hui, je dois le dire, hein, on ne fait pas une émission consacrée à ces conducteurs de mototaxi, mais tout de même, qu'est-ce qu'on peut en dire, ne serait-ce que pour le cas de Douala? Parce qu'à Yaoundé, je dois dire qu'on a réussi à les canaliser, voilà. Et dans d'autres villes aussi. Je crois qu'à Yaoundé, contrairement à Douala, on a réussi à les canaliser parce qu'on a pris le problème bras le corps, voilà, assez tôt. Ici à Douala, par contre, on a laissé le phénomène s'étendre jusqu'à ce qu'on ne puisse plus le résorber. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, peut-être un appel à des autorités, hein, à un peu plus de rigueur pour essayer de discipliner. Parce que quand... Je crois que c'est parce qu'ils sont un trop grand nombre aujourd'hui. Voilà, parce que Ebolo va dans le sud, là-bas, ça a été très facile de les ramener dans les rangs. Ils sont identifiables par des chasubles et vraiment, c'est assez bien. Et en Gaoundéré aussi, il me semble. Mais à Douala, on est, je ne sais pas, à des dizaines de milliers. Ils sont extrêmement nombreux. Et je crois, parler du fait que ça arrange le gouvernement, je ne pense pas. Je crois qu'on pourrait peut-être dire qu'ils sont même, le gouvernement est dépassé, par les événements. Et parce que justement, ils ont, l'État a la force coercitive. Ça veut dire que si aujourd'hui l'État décide que... Mais sauf que l'État peut décider même d'éradiquer même ce secteur d'activité. Mais les conséquences après, est-ce qu'ils ont une solution palliative justement? Je ne pense pas. Est-ce qu'ils pourront donner des emplois à ces jeunes-là? Je ne pense pas. Donc ils évaluent les conséquences. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'éradiquer ou voilà, mais il faut donner des solutions après. Vous allez faire quoi de tous ces jeunes qui vont repartir au quartier? C'est l'insécurité pour les populations. C'est voilà, beaucoup de choses. C'est toute une armée. Et je crois aussi que les Bensikineurs en sont conscients et ils manifestent. Je pense qu'on peut faire comme à Maroua, on peut faire comme dans les zones de ville de Garoua, on peut faire même comme à Ebolova, on donne des couleurs. Nous avons les arrondissements. Commune de Douala 1er, bleu. Commune de Douala 3, vert. Commune de Douala 4, marron. Donc celui qui est à Douala 5 ne peut pas arriver à Douala 1er, c'est ça? Chacun a... Non, c'est des saluts pour reconnaître, pour reconnaître et les contenir en disant, nous ne voulons pas que les motos sortent. Par exemple, vous allez voir des Bensikineurs qui vivent à Bonaberi, mais qui travaillent à Ndokpassi, qui travaillent ici à Akwa. On peut les contenir comme ça, avec des domaines bien précis, en disant, monsieur, vous ne travaillez qu'entre Niala et Elf.
on vous arrêtez là. Vous travaillez entre X et Y. Donc je crois qu'on peut définir sans que cela ne provoque de trop graves désagréments auprès des différents usagers. Alors, bon, qu'on a laissé s'installer donc quelque chose qui devient incontrôlable aujourd'hui. Tout de même, est-ce qu'on ne peut plus parvenir à éradiquer le phénomène? Cabral Libi déclare ce dimanche, je cite, lui, président, il y aura 0 Ben Sikiner, parce qu'il y aura des possibilités d'insertion sur d'autres activités. C'est possible? Notamment, comme on parlait du transport urbain là, ça veut dire qu'il faut réhabiliter donc les entreprises de masse, des transports urbains de masse, il faut les réhabiliter. Et là, ça permettra donc de les recaser pour ceux qui peuvent devenir chauffeurs de camions, pour ceux qui peuvent devenir contrôleurs dans des bus ou vendeurs de tickets. C'est comme ça que ça se fait. Parce que être bensikin, ce n'est pas un métier simple. Un gars qui s'y engage à 18 ans, pense-t-il faire sa vie jusqu'à l'âge de 50 ans avec le dos de tout ça, la chaleur et tout, sous la pluie, mais non, ce ne sera pas possible. Donc je partage le point de vue pour le moment de Charles Hamel. Vous pouvez avoir votre bleu de Douala Premier si vous êtes enregistré à Douala Premier parce que c'est là où vous payez votre impôt libératoire. Et même si vous habitez Niala, c'est-à-dire sachant que bon, vous ne passez pas par Bonapriso si vous voulez rentrer, vous passez peut-être par Aqua, ainsi de suite. Donc, je pense aussi que justement l'attribution de ces chasubles est viciée déjà d'office. Si on n'arrive même pas à parvenir à les contraindre à payer les taxes et autres, parce que s'il faut qu'on t'attribue un chasuble, je crois que ce sera la suite justement du paiement complet de toutes ces taxes-là. Donc on a déjà un problème crucial, on n'arrive même pas. Commençons donc par définir, puisqu'on a le temps de rester encore quelques minutes sur ce sujet, définir le statut. Mbambok dit que ce n'est pas un métier, comme la plupart des gens. Mais pourtant, vous voulez le réglementer, vous voulez réglementer une activité qui n'est pas, je veux dire... qui est un mal nécessaire. Qui est un mal nécessaire, parce que maintenant, à un moment donné, on pourra donc les sortir de là. Notamment par, vous avez parlé, moi je suis comme vous, Côte d'Ivoire rural. Il faudrait maintenir les jeunes dans les vacances, mais dans des projets, on a parlé des projets agropoles, par exemple, les emmener là pour que demain, un gars qui se lance dans l'agriculture, qui se lance dans l'élevage et tout, pourra se mouvoir jusqu'à 80 ans. Mais vous ne pouvez pas conduire la moto pendant 30 ans. Voilà, donc, ça c'est vu sous le prisme du débouché, c'est-à-dire un emploi. Maintenant, on reconnaît que c'est une activité qui permet de régler un problème de transport. Tendance là reconnue pour des distances compliquées. Ce sont des problèmes primaires. Voilà, c'est ça. Donc, il faut les maintenir, d'après toi, mais les organiser. Il faut les maintenir, les manager. C'est les gars aussi, parmi eux, il y a les gars dingo. Mais parmi eux, il y a aussi les gars qui sont conscients, qui réfléchissent, les parents même, qui savent même parler. Parmi eux, il y a aussi les gars qui insultent n'importe comment. Mon frère, nous sommes au Cameroun. Donc, c'est mieux de les maintenir et les canaliser. S'ils sont faciles à manager, ce sont mes gars. Pas tous, hein. Non, la majorité, il faut souvent les canaliser. Souvent, quand je vais sortir, j'appelle un Benskina à 1h du matin. Quand j'ai un gombo à faire un mariage, je dis, bon, tu es où? Viens me chercher. Il vient me chercher, après il revient me déposer. C'est l'avantage. Ça, c'est ta chance. S'il n'était pas, les devait faire comment? Alors, il y a, Charles Hamel, revenons sur la question de leur mentalité aujourd'hui. Parce qu'on a dit, ils dictent leurs lois, les comportements de ces gens, même sur la pratique des prix, parce que vous avez un monsieur, vous lui donnez une destination, il vous dit 2000, 1500 en fonction de la tête du client. Est-ce qu'également on ne peut pas harmoniser au niveau des prix? Non, Charles Chevalier, je commence d'abord par les mentalités. Il faut dire que dans le Bensikin, vous avez tout. Vous avez tout. Les militaires à la retraite, dedans. Les gars qu'on a chassés de Moutenguene, dedans, qui ont fini leur formation et qu'on a découvert qu'ils avaient des faux diplômes, dedans. Vous avez des anciens bandits reconvertis, dedans. Vous avez des étudiants, dedans. Vous avez tout. Donc parfois vous êtes en train de arrive tous les jours. Oui, vous êtes en train d'arriver qui sont des autres villages, des autres zones. Vous avez tout dedans. Parfois vous êtes sur la moto, c'est le policier qui arrête, c'est le moto-taximan qui se tourne et dit que fiche-moi le camp. Il dit au policier jusqu'à descendre, il dit tu t'amuses ici, je te frappe. À la fin de son posé, il sort sa carte en disant moi-même j'ai été policier. Donc vous vous rendez compte que c'est le fait pour ces gens. On se rappelle ici en 2008. Ce sont certains bensikineurs qui enseignaient aux gens comment se protéger du gaz lacrymogène, qui donnaient les techniques. C'est après qu'on s'est rendu compte que c'est des anciens militaires. C'est des anciens militaires à la retraite parce qu'ils n'avaient pas d'argent, se sont retrouvés à faire de la moto. Donc c'est pour dire sans sévère qu'il faut commencer par nettoyer. À Yaoundé, vous avez des quartiers comme Kouaban. Vous avez des quartiers comme Oyomaba, des quartiers comme Colbison. On vous dit, vous vous arrêtez au marché, transformateur Oyomaba. Vous prenez de là pour Kansonel, vous prenez de là pour Dagobert.
On peut le faire pour Douala. Vous vous retrouvez à Rail, au niveau de Rail. Vous prenez Rail à l'intérieur. Entrée-Bille, vous prenez de Entrée-Bille pour l'intérieur, c'est vaste l'intérieur. Entrée-Carrière, pareil. Mais les grands axes, vous libérez les grands axes. Parce qu'aujourd'hui, s'il faut parler des embouteillages, les Bensikineurs sont responsables au moins à 40%. Oui, mais à condition aussi que les grands axes soient viabilisés, c'est-à-dire en l'absence de nids de poules et de nids d'éléphants. Il est difficile aujourd'hui de bien circuler à Douala, même à bord d'un véhicule, en bon état. Donc, c'est un lapsus, Sam. Ouais, comment? Ok, on va sortir de ce sujet pour prendre quelques messages que nous avons reçus avant d'aller vers la fin de ce programme. Voilà, tout ce que le gouvernement peut faire, c'est de créer des emplois à ces jeunes, car la majorité, ce sont des jeunes qui sont désespérés. Donc, un autre message qui nous dit bonjour à vous. En principe, ce n'est pas au moment des vacances qu'on devrait choisir où les passer. On a toute une année scolaire pour négocier et avoir l'accord de ceux chez qui on aimerait aller. Et on évitera un désagrément pareil. Les temps sont de plus en plus difficiles et quand on dit vacances, on voit rentrée scolaire. C'est-à-dire qu'il faut acheter des fournitures scolaires aux vacanciers, augmenter la ration, sachant tous que la femme est le pilier, elle doit ménager plus d'efforts et c'est pas facile. Donc aucun couple ne devrait aucun partenaire dans un couple ne devrait surprendre son compagnon, car c'est un moment pour souffler. Dans notre cas, la femme doit prendre son calme et mettre en garde son mari. C'est Carole qui signe ce message. Bien Parce qu'il donne l'occasion. Il dit fais ce que tu veux. Non, parce que Sam Sévérin, vous ne pouvez pas avoir un vacancier chez vous qui fait 2 mois et qu'à la fin, vous le renvoyez chez ses parents sans un cahier, sans un sac, sans une chaussure, sans un parapluie. On va vous regarder comment. Est-ce que vous-même, vous avez les moyens de vous nourrir vous-même avec un salaire de 60 000, 50 000, 80 000, vous prendre en charge vos enfants pour pouvoir ajouter quelqu'un d'autre. Donc je crois que c'est à cette question qu'on est en train de réfléchir. Pour l'autre personne, c'est un débarras, je veux vous dire. Il y a certaines personnes pour qui c'est un débarras, le fait d'envoyer les enfants en vacances. Donc il reste, il dit que bon, il y a quel tonton qui est un peu là, on envoie chez tel, on envoie chez tel. Il partage les enfants chez là parce qu'il sait que non, les gars vont l'aider à la rentrée. Il est tranquille. Lorsque vous appelez que vraiment c'est ton enfant, tu veux que je fasse comment? Occupe-toi, bats-toi, même si c'est 2 cahiers, hein, bats-toi, je vais faire le reste. Or, à la fin, vous allez voir, c'est l'enfant qui va vous dire que je n'ai même pas fini la pension l'année dernière, tonton, laisse même le reste. Alors que les enfants ont été briefés par leurs parents. Donc j'estime qu'à ce niveau, c'est véritablement un problème. Mais il y a certains tontons, je vous le garantis, qui ne font pas ce qu'on attend, hein, c'est-à-dire qu'ils sont capables de vous renvoyer. Moi, j'en ai été victime à l'époque. Je venais tout fraîchement d'avoir le bac et quand je me rends chez un des tontons dont j'étais sûr qu'il est bien entier et à mon retour... Il était fils de votre famille. Voilà, j'avais été bien désillusionné par son épouse. Bien, on vous a rien donné. 10 000 francs, tout juste. Voilà, c'était pas suffisant, voilà. Ok, message encore? Oui, c'est souvent l'homme en tenue, en fait, c'est relatif aux bensikineurs. Voilà, c'est l'homme en tenue qui demande aux bensikineurs de prendre le sens interdit quand il est en retard au boulot. À qui la faute? C'est Jaurès depuis Ndokoti. Donc, les hommes en tenue... Encourage le civisme. Voilà. Donc, notre message qui nous dit... Hugo Bross n'a pas dit qu'il n'y a pas de buteur. C'est en conférence que les journalistes ont donné cette déclaration et Bross a déclaré que c'est facile de le dire, mais que s'ils ont un nom de buteur, qu'il lui donne justement et il ira le chercher. C'est hilaire. Ça veut dire qu'il confirme qu'il n'a pas de buteur. Est-ce que ce n'était pas une ironie aussi? Non. Il a confirmé qu'il n'a pas de buteur. Donc il faut qu'il aille chercher les buteurs, puisque aujourd'hui on se plaint du milieu offensif. On se plaint véritablement de la défense. C'est pas d'aujourd'hui. Quand on dit Hugo Bross a promis faire le miracle. Moi je dis, c'est là que je suis arrivé à la conclusion tout à l'heure dans mes propos, qu'il allait tester cette équipe. Or, on ne va pas à ce type de rendez-vous pour tester les joueurs. Bon, mais là aussi, je crois que je peux le comprendre parce que même déjà en Bambok, depuis 2010,
à la Coupe du Monde d'Afrique du Sud, on n'avait pas toujours de grands buteurs dans cette équipe-là. Bon, malgré Samuel Eto'o, hein, dans les rangs des Lions indomptables, on est bien sorti au premier tour avant-dernier. On cherchait, bon, Aboubacar Vincent à l'époque n'était même pas encore titulaire dans le groupe. Jusqu'en 2014, quand on va au Brésil aussi, je crois qu'on était en panne de buteurs. Donc c'est un problème qui date déjà depuis un peu plus de 10 ans aujourd'hui dans les rangs de l'équipe du Cameroun. Oui, absolument. Depuis que, bon, le tandem n'a pas pu véritablement fonctionner entre Joseph Désiré Diop et Eto'o. Effectivement, c'est à ce moment qu'on a, et la retraite également de Patrick Mboma. Effectivement, comme vous dites, le problème de buteur s'est posé. Les derniers grands buteurs, effectivement, dans cette équipe datent de la période de Mboma. C'est-à-dire Mboma et Eto'o vers sa sortie, parce qu'il a commencé à décliner, il ne marquait plus de but en sélection du Cameroun, même s'il a pu marquer pour qu'on aille à la Coupe du Monde 2014. Donc, du temps de Patrick Mboma, on ne réfléchissait pas. On était sûr, je me rappelle, un match, je crois, contre les Zimbabwe pour se qualifier, je ne sais pas pour quelle compétition. Mboma nous a débloqué le match à Harare avec de très beaux buts. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Donc, on n'a plus vraiment aujourd'hui, dans la plupart des championnats où évoluent des joueurs camerounais, des buteurs de profession, comme on appelle. Voilà. Encore? Oui. Alors, ce message qui nous dit il y avait un projet de transport du fuel par pipeline à partir du site jusqu'à la Sonara. Hélas, ils préfèrent louer tout le temps le bateau pour Limbe. Imaginez la suite. Ah, tout à fait. Donc, en fait, une convention avait été signée, je pense, dans les années 87, effectivement, entre la Sonara de Ding et l'époque et M. Mbayen de Kamchit. Mais effectivement, comme ça coûtait cher, on avait envisagé effectivement ce projet, comme disait Charles Hamel dans ce collet, voilà un autre projet qui est tombé dans l'eau. Donc on ne sait même plus. On a heureusement que ce téléspectateur s'est rappelé. Trop de projets. Ce qui est bien, c'est qu'on donne d'abord l'argent avant de rendre public la question du projet. Et après, on ne veut plus vous dire non, le projet aboutit, le projet n'a pas abouti. Ça passe sous silence. Et est-ce que ce n'est pas le fait, pour moi je suis arrivé à cette conclusion, qu'à la fin, lorsqu'on cherche comment dépenser l'argent, on ne le trouve pas. Rapidement, on met sur pied un projet, on rend public en disant il y a tel projet, les Camerounais y croient, et après on disparaît. Je vous prends un cas. Et le chef de l'État, je pense, avait mis sur pied, avait demandé à ce que dans l'ensemble des mairies, il y ait des officines de tourisme. Oui, oui, absolument. Des officines de tourisme. Absolument. Je vous assure, j'ai parcouru toutes les mairies. Il n'y a rien qui porte sur le tourisme. J'ai demandé, le chef de l'État avait demandé qu'il y ait une des officines, il avait même aussi une instruction. Je vous assure, Sam Sévérin, aucune mairie n'a une officine pour traiter de la question des bureaux, pour traiter de la question du tourisme. Allez dans une quelconque mairie, demandez, je veux découvrir votre mairie, on dit, mais tu es arrivé comment? En passant, tu n'as rien vu. Or, chaque mairie devait être capable d'avoir un acteur de tourisme pour favoriser et enclencher le processus touristique. Ce qui n'est pas le cas. Voilà encore des projets où l'argent est entré et ça a disparu. Voilà, dernier message, oui. Voilà JP de Bonabéry qui nous dit, parlant des musiciens camerounais, les musiciens camerounais sont les premiers pirates de leurs œuvres, de leurs propres œuvres, c'est pourquoi ils n'ont plus de producteurs. Ensuite, il ajoute, ces musiciens ne sont pas sérieux parce que quand ils arrêtent les œuvres piratées, tout en sachant que c'est la mauvaise qualité, ils revendent aux pauvres citoyens. Alors moi je suis d'accord, tendance qu'on puisse faire le procès de nos artistes, mais il faut aussi dénoncer l'attitude du public camerounais, parce qu'avec ce type de propos, et même que ce public camerounais qui est difficile, aller un peu à un spectacle de n'importe quel artiste, même si c'est un chanteur vraiment reconnu, les gens ont du mal à applaudir, à l'accompagner. Je suis pas sûr que le téléspectateur en question a même déjà acheter un disque avec son propre argent, un œuvre original pour encourager la. Tu viens avec un CD original, il te dit c'est même pas 200. Voilà. On va de côté à 200 francs, oui. 3 CD à 500. Parce que c'est ce qu'on a mis devant les tendances. Dans quel pays? Tu viens avec le CD, on dit tu chantes quoi? Tu sors un album, tu vois un grand frère même que tu veux qu'il te sponsorise, un grand frère que tu respectes, il te drague lui. Il te dit viens me vendre le CD à l'hôtel. C'est à l'hôtel qui va te vendre le CD. Viens me vendre le CD au snack. Je fais quoi avec le CD au snack? Tu le trouves au bureau. Encourage l'artiste au bureau. Il te dit, prenons-nous le soir à l'hôtel. Tu fais quoi? Tu vas me détester l'argent qu'à l'hôtel, Sam. Ce n'est pas la drague. C'est la drague. Quand tu viens derrière, tu donnes un CD à quelqu'un qui te dit, tu chantes même quoi? Il regarde bien. Quand il écoute, il dit non, c'est bien, mais on se voit le soir à 19h. Dès que Fier t'appelle. C'est pourquoi? C'est pour encourager les artistes, ça.
Apprenez aussi à acheter les CD des gens. C'est l'œuvre de l'esprit. C'est ce qu'on appelle l'œuvre de l'esprit. Et chanter, ce n'est pas facile. Voilà, et parlant d'œuvre de l'esprit, il y a le tout nouveau Nono Flavie. Je peux faire sa promotion. Ce n'est pas encore dans les bacs, elle me l'a fait écouter en exclusivité, je peux vous le garantir. C'est une bombe qui arrive. Voilà, il faut encourager l'artiste camerounais. Et sur ce, on va aller sortir de ce programme du Zénith. C'est un jour de fête tendance. Je vais danser, Sam, et tu vas critiquer. Voilà, rapidement, on parle de la NOR, l'agence des normes et de qualité. Récemment réunie en conseil d'administration depuis quelques temps, ils font beaucoup de conseils d'administration. On ne sait pas ce qui les inspire de ce côté-là. Mais parlant de la NOR, ça fait partie de ces agences qui ne devraient même pas exister. Disons-le très très franchement, parce que c'est un autre gouffre à sous, hein, comme on en a connu ces derniers temps au Cameroun. Alors, pour leur dernière séance, ils ont choisi de faire dans de l'affichage. Une belle curiosité, ils ont fait venir l'ambassadeur Roger Mila. Oui, monsieur Mohamedou Bayero Fadil, qui est le PCA de la NOR. Oubliant ici de rappeler au passage que la plupart des entreprises sous son escarcelle ont presque toutes fait faillite. CCC, le groupe Équateur Média, groupe aussi, et même la radio qu'il a récemment créée, la radio et la télévision. Bon, ça c'était juste une petite digression. Revenons sur le cas de la NOR. Il a fait venir Roger Mila pour le présenter comme un bel exemple, comme au niveau de la norme, pour dire il faudra pouvoir se rappeler de ce que le vieux lion a réalisé. Sauf que c'était du pur folklore, parce que la NOR a beaucoup de travail sur le terrain et ils sont tout le temps absents. Regardez la contrefaçon dont on parlait tout à l'heure. Les nombreux produits qui arrivent au Cameroun aujourd'hui est devenu une véritable poubelle de tout ce qui arrive de l'étranger. Vous avez des entreprises comme ceux qui font des yaourts à Bonabéry, et là on va revenir dessus parce que ça s'appelle Dolé, ça appartient à des Libanais qui maltraitent des Camerounais de ce côté-là. Au lieu donc d'aller contrôler et traquer tous ceux-là qui ne présentent pas de bons produits au Cameroun, la NOR se regroupe régulièrement dans des conseils d'administration en empochant beaucoup de frais de présence. Non, messieurs, vous avez du pain sur la planche. Vous n'avez même pas encore commencé à faire votre travail. Alors, on peut bien se demander, est-ce qu'il fallait bien créer cet ANOR-là au lieu de faire ce travail au ministère du Commerce qui, normalement, héberge en son sein des directions chargées du contrôle et de qualité. Merci beaucoup, c'était le Zénith et très bonne fête encore et bonne journée sur Equinox Télévision.